C'est très sympa. Jungle et Antoine, vous êtes les bienvenus maintenant. Et à la limite, si VA veut monter Dernier Horizon, je vais vous mettre les liens. Si vous êtes avec moi. Alors moi, je continue le live. Hein. On est à 2 heures, on est bien, on est ensemble. Et on peut lui donner une tournure géopolitique. On peut lui donner la tournure que vous voulez. Voilà, c'est vous le chat qui décidez. Je remets le lien. Donc j'ai nommé les gens. Voilà. On va monter en petit comité. Hein. Si je vous fais pas monter, c'est pas que j'ai quelque chose contre vous. C'est que là, par exemple, à 3-4, ça sera pas mal. Ça évitera la cacophonie. Voilà. Jungle, est-ce que tu es avec nous? Je suis là. Je suis resté à l'écoute de cet magnifique échange que tu as eu avec Jess. Alors, ce qui est un petit peu relou, c'est que vous avez dit plein de trucs et c'est dur d'avoir des choses à dire après quand on vous a écouté, parce que franchement vous avez abordé plein de sujets et voilà, et quand deux personnes intelligentes discutent, bah forcément ça donne de très beaux résultats. Voilà, donc là voilà. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même repartir. Non, ce qui se passe en ce moment, pour revenir un petit peu sur la tonalité du début, on va dire, c'est que ça ressemble effectivement à une sacrée pièce de théâtre avec énormément de mise en scène. Alors ça, c'est un petit peu le truc que j'ai du mal à comprendre. Je vois sur les réseaux sociaux, alors même si les réseaux sociaux ne sont absolument pas un bon indicateur de la température de ce que pensent les gens, mais des gens qui semblent croire encore, qui sont encore très supporters. Oui, mais c'est le RN qui va faire. Non, la LFI nous sortira de là. Et tout. Des gens qui croient encore à tout ça. Et je suis perplexe parce que, tu vois, j'ai une quarantaine d'années, donc je n'ai pas non plus une expérience, je suis pas un ancien. Il y a des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas connues. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on a les yeux un tant soit peu ouverts, et là je parle même pas de grand ouvert, juste un tant soit peu ouvert, enfin on voit quand même bien que tout ça est une gigantesque mascarade, que plus personne ne contrôle plus rien. Que tout est bloqué et verrouillé afin que chacun se maintienne à sa petite place jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose dont nous n'avons pas encore la connaissance, à savoir le monde d'après dans lequel ils ont envie de nous faire vivre. Mais là, quand je voyais par exemple les photos là sur les obsèques du pape, c'est affligeant, quoi. C'est affligeant. En fait, les mecs, ils se tapent une réunion aux frais du Vatican. Les gars, ils sont dans les obsèques, ils suivent le cercueil, mais ça se touche, ça s'embrasse, ça se marre, ça ricane, ça rigole, ça parle de je ne sais quoi. Donc il y a même plus de respect quand même, un minimum, comme parce que voilà, quand tu viens à des obsèques, même si tu n'es pas proche de la personne, même si tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas censé te marrer, tu n'es pas censé, voilà, t'es censé, voilà, être quand même, voilà, un minimum dans l'instant, on va dire. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Et à côté de ça, on a quand même encore des gens qui nous expliquent, hein, mais regardez comment Macron et Jean-Michel sont très classe, ils représentent bien la France. Alors t'es là, tu as envie de te dire, mais les gars, c'est des obsèques. Donc déjà, je comprends pas comment vous regardez en fait si les mecs représentent bien, représentent pas bien. Ils sont pas là pour représenter. Ils sont pas. Enfin voilà. Je trouve que les gens sont dans des schémas de pensée qui sont extrêmement alarmants. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en réalité, personne ne percute le gouffre abyssal dans lequel on est en train de tomber, dans lequel on chute chaque jour, dans lequel on accélère même chaque jour. Et les gens continuent à vivre un peu dans leurs rêves. C'est un peu ce que disait Hakim. Je trouvais que c'était très très fin ce qu'il avait dit. Quand quelqu'un vit un peu dans son rêve et que tu viens lui dire non mais écoute là t'es un peu dans une illusion, mon pote, regarde la réalité est différente. Généralement il t'en veut à toi parce que tu l'as sorti de son rêve. Et ben j'ai l'impression que les gens sont dans une sorte de rêve éveillé et ne se rendent pas compte que ce pays il est en état de mort cérébrale. Il n'y a plus rien qui tient. Ouais. C'est malheureux, mais alors, moi, je vais revenir. Merci en tout cas pour cette analyse. Avant de donner la parole à Antoine et à Dernier Horizon, je reviens juste à cette scénarisation. Je prends le temps, les gars. La scénarisation. Nous sommes nombreux à avoir l'impression qu'il y a une scénarisation, que nous avons des personnages qui suivent un script qui n'est pas d'eux. Et moi, j'ai envie de vous dire que l'hypothèse eschatologique, c'est-à-dire une entité suprême qui a écrit l'histoire et qui active tout ça comme s'il jouait avec ses avatars, c'est ce qui expliquerait
et ce qui rationaliserait, vous allez comprendre pourquoi, le fait que, oui, il y a une scénarisation, mais les gens que nous voyons là, eux, dans leur tête, ils ne sont pas des personnages. Poutine joue pas un rôle. Il est Poutine. Trump, il est Trump. Ils ne se voient pas faire. C'est au-dessus d'eux une force, la force de l'écrivain, qui les pousse à faire ce qu'ils font. Voilà. Il y a l'histoire, ce qu'on appelle le cours de l'histoire avec un grand H ou avec un petit H, et il y a les personnages qui ne sont pas conscients d'être des personnages. Et il y a nous qui sommes un petit peu à l'extérieur, qui avons cette chance quand même de sentir que ce que nous voyons est scénarisé. Sauf que c'est pas eux qui scénarisent, c'est pas eux qui s'entendent le soir entre eux, c'est au-dessus quelque chose qui fait que, voilà, ça c'est si on s'en tient à l'hypothèse de l'histoire est écrite par Dieu, par qui vous voulez, par un ordinateur, par une simulation, voilà. Et je sais pas ce que tu en penses, Jungle, je sais même pas si j'ai été clair. Alors, excuse-moi, parce qu'en même temps, je couchais mon fils, donc je sais pas. Non, tant pis. Mais j'avais une oreille, t'inquiète pas, j'écoutais. Non, c'est ça, oui, je pense que. Alors, c'est là où quand les gens disent que bon, ouais, l'eschatologie, machin, tout ça, c'est pas. Mais encore une fois, comme on dit souvent, l'essentiel, c'est pas de savoir si nous on y croit, c'est si les gens qui gouvernent ont envie de faire advenir ce qu'il est écrit. Et si c'est le cas, Jungle, l'essentiel, c'est surtout si l'histoire comptée par l'eschatologie se réalise ou pas. C'est ça que voilà, on est simple. Il y a une histoire, on me dit demain il va faire beau. Je regarde demain s'il fait beau ou pas. C'est ce que nous faisons. Et ça marche à chaque fois. Donc, on continue à suivre l'histoire. Le jour où ça marchera pas, comme pour Malachie, parce que je pense que ça va pas marcher, on dira, bah, finalement, la prophétie, ouais, elle a peut-être dit des trucs, mais voilà. Mais voilà. Donc, l'eschatologie, c'est pas, on a envie d'y croire. Moi, personnellement, je suis rationnel. Je l'utilise comme un outil. Pour l'instant, Irlmayer, ça marche. Alors, je vois sur le chat qu'on me dit il était peut-être russophobe, comme tous les Allemands de son époque. Mais je pense pas que ça nuise à ses prophéties, parce qu'il n'a pas fait que ça comme prophétie. Voilà, je te rends la parole, Jungle, ensuite Antoine et Dernier Horizon. C'est exactement ça. Je veux dire, il y a quand même des faits qui sont purement germanico-allemands. Je pense par exemple à un moment donné, parce que on peut, mais les Allemands eux-mêmes pensaient qu'Irlmayer était un taré à la base, et puis on l'a même emmené devant la justice. Et là, même la justice, puisqu'il a fait une prédiction par rapport à la femme du juge, et là, même le juge est resté scotché parce que ce qu'il a dit était vrai. Donc, encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, je pense, de faire dans cet exercice, c'est tout simplement de regarder avec un esprit critique, sans prendre parti. Voilà. Est-ce que ce qu'on nous dit arrive ou pas ? Et ce qu'on nous dit arrive. Pour l'instant, le paix et sécurité, on n'y est pas loin. Alors, c'est un faux paix et sécurité, mais c'est comme la prophétie le dit. Ça sera un paix et sécurité, le calme avant la tempête. Et à un moment donné, ça va partir. Et quand ça va partir, là, tout le monde va rentrer dans la danse. Et par la tignasse de leurs cheveux, ils iront tous à la guerre, qu'ils le veuillent ou non. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on voit. Et voilà, après, quant à savoir si ceux qui nous dirigent sont conscients, pas conscients, est-ce qu'ils y croient pas. Encore une fois, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. On regarde et on voit que les choses se manifestent, qu'elles se manifestent telles qu'elles ont été écrites. Et à partir de ce moment-là, on peut au moins en dérouler un petit peu la suite. Là, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'y avoir une sorte de paix de façade. Vous l'avez très bien dit avec Jess au début, c'est-à-dire que les Américains jouent encore, se mettent en scène dans le rôle de gendarmes du monde qui vont régler les problèmes. Et je pense qu'entre guillemets, pour le moment, tout le monde joue encore un peu le jeu, en disant bon vas-y oui on va faire comme si les Américains dominaient un petit peu, mais ils dominent rien. L'attitude de Poutine montre bien qu'il se fout quand même pas mal finalement de ce que les Américains vont faire ou pas faire. On voit bien que Israël, je pense, de toute façon on laisse pareil Trump négocier avec l'Iran en se disant de toute façon le jour où on aura envie de les taper, on ira les taper, on se foutra de ce que nous racontent les Américains parce que de toute façon ils suivront. Et finalement voilà, tout le monde va jouer un petit peu le jeu jusqu'à l'élément déclencheur, jusqu'à la petite étincelle dans le baril de poudre qui va faire exploser tous les autres barils. Et là, là on n'aura plus le choix. Les gens... les Israéliens travaillent dans l'ombre, vous voyez en arrière-fond, l'Iran, un attentat. Alors c'est pas du terrorisme quand c'est eux, c'est voilà. Non mais voilà, c'est des actions terroristes. Pourquoi ? Parce que les Américains, juste je te coupe là-dessus, mais Trump, il sait tout à Netanyahou, il sait tout aux lobby sionistes,
sauf ce qui peut être ses intérêts. Et il a besoin d'un accord avec l'Iran pour passer un homme de paix et puis pour marquer des points un petit peu, surtout là avec le fiasco des droits de douane. Donc il leur a dit, vous touchez pas à l'Iran et vous arrangez avec la Turquie pour la Syrie. Voilà. Les Israéliens, ils l'ont mauvaise, mais jamais ils attaqueront l'Iran si les Américains leur disent non. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce genre de choses. Ils font péter des trucs et ils vont te dire après, c'est pas nous, machin et tout. Ça s'appelle du terrorisme chez moi. Bien sûr. Israël est un État terroriste. Alors, ça aussi, ouais, ça base. Après, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes, c'est quelque chose qui, il y a encore 30 ans en arrière, n'existait pas. C'est une notion qui n'existait pas, qui a été inventée par George Bush, qui l'a théorisé d'une certaine façon pour pouvoir créer un ennemi à combattre et continuer à financer l'industrie militaire américaine. Parce que, comme dit la célèbre phrase, que certains appellent terroristes, ce que d'autres appellent résistants. Je rappelle que juste le terrorisme, c'est répandre la terreur. Donc toute personne qui fait répandre la terreur est un terroriste. À ce titre-là, tous les pays du monde sont concernés. Jungle, là, c'est pas un acte de résistance. Ils font péter dans un port où il y a des morts. Et je pense que parmi les 5 morts et les 200 blessés, il y a des civils qui n'ont rien à voir. C'est du terrorisme. Voilà, on terrorise. On est d'accord. On est entièrement d'accord. C'était précisément pour ça, pour montrer le fait que si tu veux, le mot terrorisme, en fait, c'est comme ça. Ils sont passés aussi par le langage pour décérébrer le cerveau des gens, en vidant de leur sens les mots et en y mettant d'autres choses. C'est comme quand aujourd'hui on dit oui, les complotistes ou les anti-vax mais tout ça, ça veut rien dire. Les anti-vax, machin. Mais moi, je connais des gens qui étaient pas forcément pour la Spike Love Potion, mais qui ont tous leurs vaccins de fait, parce que les vaccins qui sont là depuis 50 ans ou plus, qui fonctionnent parfaitement bien, les gens n'en ont pas peur. Mais on a mis, tu vois, anti-vax, donc tout le monde est anti-vax, et en fait, on a divisé comme ça les populations. Ça, c'est la terreur intellectuelle, ça, qui nous impose aujourd'hui sur tous les sujets. C'était pas dans le dogme, ils te lynchent, ils te traitent de complotiste. Mais pour revenir un petit peu, pour boucler un peu, la terreur. Quelle est la différence entre des drones qui tapent indifféremment des mariages en Afghanistan, des civils à Gaza, même s'ils touchent une cible militaire, ils touchent des civils. Quelle est la différence? Est-ce que ça, c'est pas du terrorisme? Si, c'est de la terreur. Quand les Américains bombardent en Irak, balancent des bombes comme ça au pif, c'est du terrorisme d'État. Donc les mecs qui te parlent de terrorisme, c'est les premiers à utiliser le terrorisme d'État avec toute sa force. Mais en plus, parce qu'ils affament aussi des gens, ils font tout un tas de trucs, donc ils sont bien pires que les terroristes, c'est des psychopathes. Mais en plus, ces gens, depuis, utilisent, et ont utilisé même dans les années 70, des groupes d'extrême droite. Maintenant, ils utilisent des islamistes pour pratiquer le terrorisme. Et ils sont comme la dette. Il y a la dette individuelle et la dette publique qui te revient dans la gueule d'une certaine manière avec tes impôts. Ben là, c'est pareil. Tu as le terrorisme d'État et tu as le terrorisme qui finance et qui leur sert de justification. En ce moment, c'est le terrorisme islamiste qui leur sert à rentrer en Afrique, à foutre le bordel en Afrique, et c'est surtout pour empêcher les Chinois et les Russes de s'installer dans certaines zones. Voilà à quoi sert le terrorisme islamique dans le Sahel et en dessous. C'est pour emmerder les Chinois et les Russes. Bien sûr, et tous ces trucs-là prennent en tenaille. Tu parlais de la dette. La dette, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que la dette, il y a la dette des particuliers, donc certains sont endettés, mais d'autres ne le sont pas. Et les banquiers, entre guillemets, ont bien senti le truc et ont dit si on ne peut pas leur coller une dette personnelle, il va falloir leur coller une dette à plus grande échelle, de façon à ce que de toute façon tout le monde soit en dette. Et aujourd'hui, les pays occidentaux sont principalement en dette, alors continuent de jouer les gros bras, les va-t-en-guerre, on va faire ceci, on va faire cela, mais il n'y a plus de fric pour le faire. Il n'y a plus de fric du tout. Il y a déjà plus de fric pour maintenir les maternités en France, et le mec qui nous gouverne balance des milliards à l'Ukraine et nous parle d'aller faire la guerre. Dans ces conditions-là, ceux qui vont faire la guerre, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui font la France réelle, se rendent bien compte quand même qu'on se fout un peu de leur gueule. Et à part une petite élite de bobos qui comprend rien à rien, parce que de toute façon, le président qu'ils ont protège leur intérêt parce qu'ils font partie d'une bonne caste, eux continuent à dire que tout va bien. C'est pour ça que tu vois, tout le monde, je dis, est un peu dans un rêve, un peu dans un rêve éveillé. Chacun continue d'avoir envie de croire ce qu'il veut croire, d'être supporter de ce qu'il a envie d'être supporter. Le réel, il arrive en juillet et il arrive en pleine gueule. Si tu veux,
c'est comme les gens qui te parlent d'humanité en te parlant des otages israéliens et à titre personnel, j'espère sincèrement que tous ces otages pourront rentrer chez eux extrêmement rapidement, mais on oublie de parler des 51 000 morts qui sont quand même pas tous des membres du Hamas. Non, mais c'est voilà, encore une fois, donc on est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On est dans le vice, on est dans la perversion. Des mecs qui mettent des drapeaux ukrainiens, qui mangent bio et qui veulent défendre les petits animaux, ce qui est bien d'ailleurs de défendre les petits animaux, il faut les défendre, mais qui en même temps tournent la tête quand il y a des massacres à côté. On est dans le déni et dans la bêtise des gauchistes qui veulent accueillir des migrants de toutes couleurs, mais quand ils te croisent toi, ils t'aiment pas parce que c'est des gens qui pratiquent aussi une forme d'apartheid, parce que toi ils t'aiment pas, parce qu'ils aiment bien les gens qui sont vulnérables. En fait, je crois que le point commun à tous ces gens, c'est qu'ils aiment les gens qui sont sous leur contrôle. Le mec qui sait mal parler, le mec qui a pas trop les papiers et tout. Mais quand d'égal à égal, ils ont un problème. Et c'est ce type de perversion qui nous agace. Ils viennent nous parler d'Ukraine, ils n'ont pas de cerveau. Parce qu'encore une fois, voilà, le mec, il prend 3 trucs et puis ça l'arrange. Voilà, c'est comme le mec qui regarde une vidéo YouTube, il en fait une vérité, puis il faut lui prouver le contraire. Non, t'as pas d'esprit critique, t'es complètement. Enfin bon, bref. Je suis en train de Jungle, je te propose, excuse-moi, non, c'est ma faute, je suis très bavard ce soir, mais je suis content de vous avoir. Je te propose de céder la parole à Antoine, puis Dernier Horizon, puis Sophia, et puis on reviendra. Alors, on peut aborder tout sujet, mais tout sujet d'actualité, les amis. On va rester sur l'actualité. Ouais, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, super bien. Salut, très bien. Ok, salut, nickel. Ouais. Bah, c'est juste un regard critique sur cette pièce de théâtre qui se passe devant nous. Et je pense qu'en fait, c'est important, comme vous le faites, d'observer les mouvements de ce qui se passe. Mais l'important, en fait, il n'est pas là. L'important, il est comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Et je pense que le malin est bien plus intelligent que nous, malheureusement. Et c'est très difficile dans ce monde qui bouge tellement vite de se positionner. Et donc, c'est très intéressant de décrypter tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est plus important d'avoir une action dans nos vies réelles. Même si, bien sûr, ça fait partie du réel, mais je pense pas que ce soit l'absolu. Voilà, c'est tout. Eh ben, écoute, fallait le dire, tu l'as joliment bien dit. Et ouais, mais ce que je me permets de reformuler un petit peu, tu as totalement raison. C'est dans l'action qu'on verra qui est dans l'action, qui ne l'est pas. C'est le positionnement qui sera fait à ce moment-là, parce que avant la bataille, c'est toujours simple de se voir beau, et on verra à ce moment-là. Voilà. J'ai envie aussi de dire que à notre niveau, nous n'avons pour l'attitude que de gérer notre réel à nous, notre réel de proximité. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Comment on se protégera? Parce que malheureusement, nous n'avons aucune influence sur le raz-de-marée qui arrive. Et ouais, le mieux, c'est, je sais pas, c'est le moment de partir. Ceux qui veulent partir, c'est le moment de partir. Voilà. Ben, pareil. je pense que même, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais avant Pâques, il y a eu un moment de retrait. En tout cas, personnellement, je l'ai eu. Et c'est un retrait du monde qui est vraiment malsain. Ben, je pense que vous le sentez tous. Et on essaie d'observer, essayer de comprendre, comme tout à chacun. Et c'est pour ça que je vous écoute, parce que moi aussi, j'adore observer. Sauf que je pense que le fait juste d'observer n'est pas foncièrement nécessaire. Il faut surtout se positionner. Et la position est difficile actuellement c'est difficile de se positionner et de s'ancrer dans ce monde qui bouge tout le temps. Et je pense qu'on est à la fin. Je pense que c'est pour le meilleur. Ce n'est pas l'Armageddon, c'est une apocalypso, donc on enlève le voile. C'est important de rester stable sur ses positions, ne pas faire de dinguerie, ne pas s'énerver par rapport à un monde qui part en couille, rester tranquille, rester sur l'amour vraiment. C'est pas facile tout le temps. Bien souvent, on va se mettre en retrait de la société, mais je pense que dans le futur ou même au long terme, c'est très bien de le faire. C'est dur de le faire, mais faites-le. Prenez soin de vous, de vos proches. L'actualité, c'est important, mais ça nous accable. Et faites attention à ce que vous entendez. Ce n'est pas la vie. Voilà. Bravo. Non, mais bravo, c'est un joli message, franchement. J'ai rien à rajouter, moi.
si ce n'est donner la parole à Dernier Horizon, mais ouais, c'est. Moi, j'adhère complètement. Ouais, Voilà. pareil. On adhère tous, hein, je pense. Et Ouais. prenez soin de vous. Ouais, bah, écoute, salut El Loco, salut tout le monde. Salut Dernier Horizon. Ouais, j'espère Ça y est, que Dernier Horizon. ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé. Ouais, moi, j'écoutais et je voulais juste rappeler un peu les origines de Tsahal, si ça te dérange pas, El Loco. Ah non, Euh, non, vas-y. en fait, Tsahal, c'est l'armée régulière israélienne actuelle. Et avant sa création, en fait, c'était des paramilitaires qui allaient, entre guillemets, dans le camp, dans le camp palestinien, territoire palestinien, pour faire des actes de terreur. Donc, ils s'en cachaient pas, hein. Donc, c'était des actes de terreur contre des civils britanniques, des touristes britanniques, des infrastructures, enfin, voilà, contre des Palestiniens, Les massacres de villages palestiniens aussi. des massacres de villages palestiniens, exactement. Et donc voilà, après, pour se laver, en fait, c'était un peu ce qu'ils reprochent aujourd'hui au Hezbollah. Ils disent que voilà, le Hezbollah, c'est des terroristes. Et, euh, et après, le Hezbollah, peut-être, va être intégré dans l'armée régulière. C'est ce que le Premier ministre libanais veut, justement, pour justement voilà, que le Hezbollah soit un peu mis en retrait. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait à l'époque. Ça a bien marché, hein. Voilà, on parle plus de, je crois que c'était l'Igoun et l'Haganah. On parle plus d'eux. On parle aujourd'hui de Tsahal, une armée qui est très morale, la plus morale selon Meir Habib. Et voilà, donc en fait, ce qu'ils reprochent aujourd'hui à toutes les armées qui feraient un acte de résistance qui est similaire à ce que eux ont pu faire, bah, c'est un peu, ça montre un peu la perversité de leur part en fait. Et tu te dis, voilà, est-ce que ils le font pas aussi sous couvert de défense du seul pays qui est démocratique du Moyen-Orient, au détriment de tous les peuples du monde. Soi-disant, parce que je vais te couper sur deux points et je te redonne la parole après. Le coup du pays le plus démocratique depuis Netanyahou qui essaye de mettre sous sa coupe la justice et le conseil et le tribunal constitutionnel israélien. Tu as la moitié du pays qui veut pas adhérer, il licencie des gens. Non, en ce moment, ils sont pas du tout en démocratie. Netanyahou et ses fanatiques d'extrême droite religieux sont totalement en roue libre et beaucoup de réservistes, beaucoup de soldats. Pourtant, tu vois, c'est pas détendre. Aujourd'hui, signe des pétitions en demandant d'arrêter le massacre. Il y a des centaines de témoignages où ils te disent que c'est clairement un génocide, qu'on leur demande de tirer sur n'importe qui. On a affaire à des haineux d'extrême droite religieuse juive qui tirent à vue. Et là, Trump leur a dit, faites ce que vous voulez et tout le monde s'en branle. Personne ne bouge. Les pays arabes continuent à commercer avec Israël. Non, on a ça. Et c'est dénoncé par les Israéliens eux-mêmes parce que les Israéliens, au départ, on leur disait c'est les otages. Non, on vient de leur dire clairement, c'est juste deux mots, que on s'en foutait des otages et que c'est un safari pour récupérer une partie de ce qu'ils appellent le Grand Israël. Là, ils ont commencé à pénétrer en Syrie, ils ont pris des bouts en Syrie et c'est faux parce que ça, par contre, la presse n'en parle pas. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un chien fou qui compte pas s'arrêter. Ils comptent attaquer les Iraniens, ils veulent s'en prendre aux Turcs, mais ça va aller jusqu'où ça? Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de démocratie en Israël. Et ce qui est dénoncé, c'est surtout les actions de vengeance. Parce que, encore une fois, quand tu tires avec des obus de 155 mm, et Dieu sait que c'est lourd, c'est 40 kilos quand tu les portes, sur des populations civiles, juste pour tuer une personne qui n'est pas vraiment une cible militaire, c'est quoi? C'est de la vengeance. C'est dénoncé en Israël, ça. Par contre, et je finis là-dessus. Par contre, encore une fois, en France, qu'est-ce qu'on voit? Une communauté séfarade qui a toujours été le punching ball de la terre entière, qui a fait rigoler tout le monde, qui est le plus extrémiste encore qu'en Israël. C'est ça qui me sidère, c'est qu'ils sont là, ils sont en France, mais bon, on voit clairement qu'ils sont pas très français. Ils veulent le massacre de tous les Arabes. C'est ça, hein, je veux dire, c'est une communauté raciste, fermée, clanique, limite une secte. Et eux, ça me sidère. En Israël, on dénonce ça. Les communautés juives dans le monde en ont marre de Netanyahou parce que eux ont vu le danger et puis surtout ils dénoncent l'inhumanité de ce qui se passe. Et nous avons Gérard Darmon et des gens comme ça qui il faut tuer les Palestiniens et les Arabes. Voilà, on a de vrais faux culs. En fait, la communauté séfarade en France, c'est des vrais faux culs, c'est des vrais fourbes, quoi. Pendant des années, t'es avec eux, mais en fait, ils veulent ta mort, les mecs.
Mais El Loco, c'est exactement ça. Et là où c'est étonnant, c'est que tu te dis, bon, la communauté séfarade, enfin, pour rappeler, hein, c'est les juifs, en fait, du Maghreb, si je Ah grossis un ouais, peu. en plus, parce qu'il Donc, faut pas les fuir, hein. donc tu te dis, à un moment où ils étaient persécutés, bon, ils ont fait leur diaspora, ils sont partis se réfugier dans des pays musulmans, dans des pays du Maghreb. Donc, ils ont été accueillis. Et au final, tu te dis, mais encore une fois, c'est de la perversité parce que tu te dis, si, tu sais, c'est comme le migrant qui va agresser, tu sais, le pays où va aller, tu vois. Genre, en fait, tu vas le voir qui va arriver, tu vas lui donner toute l'aide que tu veux, et le mec va quand même derrière te mettre un couteau dans le dos. Mais ça s'appelle la fourberie. Et c'est ça. Et c'est ce que je dénonce, la fourberie de la communauté séfarade française dans son ensemble, qui, dénonce aucun crime. Regarde, les premiers à donner l'exemple, c'est les Européens, les Occidentaux. Ils ont dénoncé tous les crimes. Même ce qu'ils n'avaient pas fait, ils l'ont dénoncé. Mon grand-père, il a fait ça. C'est un salaud. C'est un esclavagiste. Je suis un nazi. Ils ont tout dénoncé. Ils ont tout déballé. Les autres n'ont pas suivi, hein, bien sûr. Tout. Voilà. Les musulmans, c'est les premiers à combattre le terrorisme, qui les tuent, c'est les premières victimes. Par contre, la communauté juive française séfarade, c'est vas-y Netanyahou, il faut tuer tous les Arabes, c'est à nous, Dieu nous l'a donné. C'est ça. En plus, je veux dire, la justification te montre le niveau de ces gens qui étaient censés être des lumières de la République. Moi, je vois juste des lumières éteintes et tout. C'est ça qui me sidère, parce que le mec, pendant 20 ans, il est avec toi, il bosse avec toi, et en fait, il te déteste, quoi. Alors que toi, tu n'avais rien contre lui. Et c'est ce choc-là, moi, depuis un an, que j'essaye de digérer. Je les vois à la télé, ces gens sont sous le coup de la loi française, mais on leur fait rien en plus. Voilà, ils veulent un génocide, ils veulent des morts. Comment tu es une femme, tu as des enfants, tu pleurniches qu'il y a des terroristes en Israël qui veulent assassiner ta cousine ou ta grand-mère, et toi, dès qu'il y a un truc, tout de suite, tu veux la mort de milliers de gens, tu veux faire partir des gens, tu veux les faire déporter, et tu viens nous casser les couilles avec les nazis ensuite et ton arrière-grand-mère. Tu comprends ce que je veux dire? Non, Ah, mais je vois très bien. comme ça. On a affaire à des démons incapables. L'intelligence, c'est l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre pour le comprendre ses actions. Et c'est comme ça que, après, tu peux être collaboratif puisque tu t'entends et c'est beaucoup mieux. Eux, ils sont incapables d'empathie, ces gens. Ils sont incapables, ils vivent en France, mais ils sont incapables de dénoncer Israël. Les Israéliens, les Juifs israéliens, les Juifs. Tu vois, quand Netanyahou et son gouvernement sont arrivés, ils ont fait des tournées aux USA. Eh ben, les tournées aux USA, les communautés juives américaines n'ont pas voulu les recevoir en les traitant de fachos, de mecs d'extrême droite. Ça, c'est courageux et c'est respectable. Et je pense que à moyen terme, ça fait beaucoup plus pour les Juifs que 3 minables et une nana en fichu qui veut un génocide de Palestiniens de Paris dans une émission Les Grandes Gueules. Ça aussi, on est en France ou on est à Tel Aviv. Tout le monde a compris en France par qui on était tenu. Hein. Il suffit de voir le climat de peur. Tout le monde se rend compte qu'on a tourné la tête d'un génocide, le génocide palestinien, pour nous parler des petites fleurs qui disparaissent ou des abeilles. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais. Il suffit de voir qui est là au repas du CRIF. Ouais, non, mais c'est ça. Ils empêchent des crèches dans les mairies, mais c'est délirant. Et ils fêtent, je sais pas quoi, des étoiles, des sapins, des machins. Ils fêtent à Hanouka, ils fêtent des trucs à l'Élysée. Pourquoi tu fais ça? Tu nous parles de laïcité, mais on voit bien. Voilà, encore une fois, regardez les amis à tous les postes importants de pouvoir qu'il y a ces obédiences. Et vous saurez par qui on est tenu. Voilà, c'est tout. Et ça tombe pas sous le coup de la loi parce que c'est une réalité. Voilà. Qui tient les médias, qui tient la politique, qui tient la finance, qui tient tout, qui a tombé le pays, qui a rendu ce pays un asile à ciel ouvert, qui a créé ces mécanismes, qui les a installés en Europe occidentale et dont les rabbins évoquent le projet, veut détruire Edom pour ramener le Mashiach. C'est pas Donald Trump. Hein. Mais Loco, alors, par contre, là où moi je garde un peu d'espoir quand même, c'est que même dans les médias maintenant, tu sais, j'ai regardé CNews là, il y a pas très longtemps, et Dieu seul sait que c'était très difficile pour moi. Alors, je les ai regardés, c'était pour regarder, tu sais, la mort du pape. Voilà, donc ils commentaient la mort du pape, voilà, sur le plateau. Et en fait, ils se sont tous mis à parler des musulmans et de l'islam. Et là, il y a un intervenant, enfin un invité. Donc, je ne sais plus si c'était un prêtre ou un journaliste. Alors, je ne sais plus exactement, un chroniqueur. Il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous ramenez les musulmans et l'islam. Quel est le rapport avec la mort du pape? En fait, il y a même des prises de conscience, même dans leurs invités, en fait. Mais tu sais, le français moyen, blanc, occidental,
Il l'a vu. Il a vu que les mecs, ça fait 30 ans qu'ils tapent sur l'islam, il regarde les noms de ces gens, il a compris le gars, il dit rien parce que c'est pas à lui de défendre ça. Et puis quelque part, des fois aussi, certains musulmans l'emmerdent, mais c'est voilà, tout le monde a vu. Voilà, ces gens sont obsédés par l'islam et ils sont suivis par leurs larbins, les faux droitards à 2 balles qu'on voit. Tu vois ils passent leur temps à parler des musulmans, des gens de banlieue, alors, pendant que les mecs vivent. Voilà, tiens, on dirait ces trolls qui font des vidéos sur nous à longueur de journée parce qu'ils ont rien d'autre à proposer, à parler de, tu sais, c'est psychiatrique, voilà. Et qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait monter l'angoisse? Quand tu proposes des séries des séries de faits divers où tu désignes des gens sans même expliquer le mécanisme de contrôle, de pouvoir, de création, et qui est le véritable fusil, c'est un collabo. Et on a une partie de ces gens qui s'est mis à collaborer parce que c'est pratique. Aujourd'hui, par exemple, un mec comme Zioclo qui fait une radio libre, ça fait 1 an et demi, il fait que des vidéos sur l'islam parce qu'il a compris qu'il pouvait faire des vues que grâce à ça. Il a plus rien d'autre à proposer, le mec. Voilà. Et c'est ce qu'on dénonce. Et là, je le troll pas. Zioclo, tu peux toujours me répondre, je sais que tu m'écoutes, mais j'aimerais bien un débat avec toi d'ailleurs. Mais voilà, tu fais ça, tu es quelque part, alors que Zioclo, je doute fort que ce soit un anti-musulman ou un anti-machin. Non, c'est un petit malin qui a compris comment faire. Et on est là. Donc les mecs, même si vous aimez pas les musulmans, ben, c'est comme les chaînes, n'en parlez pas. Évitez le truc, faites vos vies, parce que voilà, comment tu crées une psychose? Tu passes ton temps à... Moi, demain, je vais parler des rouquins. Et je vais sortir tous les faits divers de rouquins. Mais je te promets, au bout de 10 ans, il y aura des racistes anti-rouquins. Et après, tu sais, comme il y a toujours une base de vrai, parce qu'il y a, dans la communauté musulmane, il y a aussi quand même des gens qui leur donnent raison. Et il y en a beaucoup. Et ben, tu vois, nous, on est pris entre deux feux. Tout le monde est pris entre deux feux. Ça crée le chaos, ça crée la division à longueur de temps. Voilà. C'est-à-dire que nous, on nie pas tout ce qui est dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme, pourquoi il a été posé et où est-ce qu'on veut nous emmener. Parce que si tu arrêtes le mécanisme, il y a plus ces problèmes et le reste, c'est juste, tu passes un coup de serpillière, il n'y a plus rien, quoi. Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans le chat locaux. Bon, je ne vais pas lui faire de pub. En fait, je disais que ça sert à rien de désigner constamment les étrangers et de faire un amalgame. Et en fait, en gros, tu désignes les conséquences, mais pas les causes. Les causes, c'est quoi? C'est que tu as une élite voilà, qui est un peu voilà, de la commandante tour. Je vais pas le nommer parce que sinon j'ai peur du strike quand même. Mais qui va avoir une politique et qui va pousser en gros une politique d'immigration sur d'immigration dégueulasse, voilà, qui va ramener des problèmes surtout dans les pays européens. Juste, excuse-moi, petite coupure. Jam, BHL, c'est pire. Non seulement il a les clés des studios, mais il est en train de conseiller depuis quelques mois. C'est bizarre, c'est le gouvernement français a pris d'un coup, il s'est mis à créer une crise avec l'Algérie. Les Algériens ont suivi aussi, ils ont cavalé, mais BHL conseille Macron et il est conseiller occulte. Et quand tu as un mec, il est à côté de toi, il te donne des conseils, tu bois du champagne avec lui, tu sniffes de la coke avec lui et tout, et tu vas plus l'écouter lui. Et c'est bizarre parce que depuis que BHL s'est rapproché de Macron, les amis, d'un coup, on a eu la crise franco-algérienne, d'un coup, comme ça. Voilà. Je vous laisse faire le rapprochement. Vas-y, je te rends la parole, Dernier Horizon, et on fait monter Sophia. Ouais, non, mais voilà, en gros, pour conclure, c'était ça. Il faut pas toujours regarder que les conséquences, mais à regarder les causes. Parce que souvent, tu as une petite personne qui va être dans l'ombre, qui va bien se foutre de la gueule des deux gros baraqués qui vont se foutre sur la gueule pour que lui, il arrive sur les devants et dire, ah bah voilà, j'ai eu tout le monde. Alexis 83 qui nous dit après, il y a beaucoup de musulmans en prison, comment faire pour contrer les racistes? Il y a pas que des racistes qui constatent que la communauté maghrébine a des difficultés, en tout cas pour certains. Hein. Encore une fois, parce qu'on voit pas les trains qui arrivent à l'heure. Moi, voilà, on nie pas les problèmes posés par les gens. Tu vois, nous, on n'est pas des gauchistes. On sait très bien qu'il y a, et on le voit, et on voit les rues, on voit tout ça. Bref, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils arrêtent de casser les couilles. Il y a ceux qui font rien, qui travaillent, qui font leur vie. Voilà, les autres, continuez à les détester, continuez à penser ce que vous pensez, on pense pareil, mais au lieu de nous casser les couilles, nous, que tu vois tous les jours, voilà, même si tu nous aimes pas, ne nous parle pas, mais voilà, le truc, c'est ce qu'on demande aux gens, c'est de faire la part des choses comme nous faisons la part des choses entre des blancs qui tuent en Afrique et toi ou ton grand-père qui a rien fait du tout et qui est pas responsable de l'histoire. C'est ça, c'est tout. C'est pas une histoire de racisme. Hein. Il y a deux trucs. En Europe, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des cultures différentes et ça crée un choc des cultures. Et au bout d'un moment, les gens qui sont là en premier ont peur
se sentent envahis, voient leur environnement changer. Donc ça crée de la xénophobie, ça c'est humain. Ben, c'est comme ça, c'est tout, faut en tenir compte. Je suis désolé. Il y a des gens, ils se disent, ouais, c'est pas comme avant, tout ça, ils préféraient avant, c'est leur droit. Si on est intelligent, on essaie de les comprendre et comprendre et on essaie de vivre avec, trouver un modus vivendi. C'est vrai que c'est mieux avant. C'est pour ça que les gens sont montés. Et puis, tu as aussi certaines personnes qui non seulement jouent pas le jeu, mais sont carrément, c'est des cas psychiatriques. Je suis désolé. Voilà, le mec qui est là, il est bloqué à la CAF, il te sort un drapeau algérien alors qu'il va jamais en Algérie. Et même le peu de fois où il est allé, il est vite revenu. On les connaît. Mais faire la part des choses avec le Maghrébin qui fait chier personne, qui bosse et qui a juste envie de vivre sa vie. Et ça, il y a beaucoup de gens qui jouent pas le jeu aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'eux, ils font exprès de tout amalgamer et ils nous gavent. Ils nous gavent parce que de toute façon, ils vivent mal la vie et ils se privent d'alliés, c'est tout. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas de fusion entre des Maghrébins, beaucoup de fusion entre des Maghrébins et des droitards, parce que chez les droitards, il faut aussi peut-être à un moment donné régler son esprit. Peut-être essayer de comprendre aussi que la vie c'est un peu plus voilà. Lorsqu'on voit le positionnement de la droite française dans le conflit arméno-azéri où ils ont vu une guerre de religion, ils sont obsédés par l'islam. Il y a un problème à parler avec des gens qui sont bourrés de clichés. Et voilà, on peut parler à des soraliens parce que tu t'entends, mais on peut pas parler avec des identitaires beaucoup parce que les mecs sont bourrés de clichés. Tu vois, par exemple, moi ce que je vois en tout cas, c'est que par exemple l'Arménie est alliée et fait des manœuvres avec l'Iran qui est musulman et que les Azéris sont avec Israël. Donc c'est un peu plus compliqué que cette névrose. Les lobbies, le lobby CRIF a mis dans la tête de beaucoup de Français islam, arabe, c'est pareil, délinquance, c'est pareil, tout, et ça a tout mélangé, ça crée un climat où personne ne peut blairer personne, et tout le monde y perd, moi, toi, machin et tout. Donc c'est pas une histoire de racisme ou de xénophobie qui a toujours été, et puis on est dans un pays où elle est pas élevée par rapport à plein de pays, faut être honnête. Non, c'est une histoire de qui a créé des mécanismes de confusion, et une fois qu'on détermine réellement où est le problème, qu'on comprend que voilà, il y a des gens qui en ont marre de subir les clichés de l'occidental moyen. On a le droit aussi, voilà, l'arabe voleur, machin, moi je suis pas voleur. Voilà, c'est comme me dire pervers narcissique, c'est aussi con. Voilà, alors qu'il y a tant de choses à me dire. Hein. Tu peux me dire, tu parles fort, t'es ceci, t'es cela, et tout. Voilà, il y a aussi des gens, c'est faire preuve d'empathie, comprendre que les Maghrébins, ils en ont marre de tous ces clichés qu'on leur colle à la peau. Quand tu as un père de famille maghrébin qui bosse, il élève sa famille, il essaye de faire en sorte que ses enfants soient droits, il veut pas subir les clichés, comme toi, tu veux pas subir. Voilà, mais qui fait ce mécanisme? Qui crée tout ça? Qui crée ce mal-être en Europe alors que c'est un îlot quand même? L'Europe, c'est sympa. Il y a plein de. Voilà, elle est là la réalité. Et là, tu vois, quand on le pose comme ça, le problème, on le dit comme ça, on arrive à s'entendre parce qu'on n'est pas en train de dire t'es un salaud, je suis un gentil. Il y a pas de salaud, il y a pas de gentil. Il y a que des baisers. C'est ça. Mais juste pour rajouter quelque chose sur ce que tu disais avant que j'oublie. Alors, tu as très bien fait de le relever, le fait que tu sais à quel moment la droite a arrêté de critiquer la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan quand en fait sur la scène médiatique ils commençaient à dire que Israël fournissait de l'armement à l'Azerbaïdjan. Voilà. Tu remarqueras, ils se sont vite arrêtés, hein. Tous, absolument tous. Je te jure qu'ils se sont vraiment arrêtés. La réussite du CRIF, c'est d'avoir ramené tout le monde au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on te détermine par rapport à une religion. Musulmans, chrétiens, alors que les trois quarts des gens qu'on désigne, ils pratiquent rien du tout, ils sont pas, ou alors ils se croient être, mais c'est pas vrai. Voilà. Et on est revenu comme au Moyen-Âge avec un truc prédestiné, et puis il y a plus de responsabilité individuelle, c'est des responsabilités collectives, et puis on va chercher dans l'histoire des raisons de s'embrouiller, tout ça, mais qui, encore une fois, crée ces névroses à la con, où finalement tout le monde est perdant. Voilà, c'est tout. Encore une fois, on est dans un endroit où on pourrait vivre super bien. On parle pas de matérialisme. On est dans des beaux coins. Tout est bien. Et ben, on arrive quand même à se détester. Et c'est ça qui fait peur. Parce que cette division, elle profite à Macron, elle profite au lobby, elle profite à ceux qui volent, ceux qui pillent, ceux qui nous manipulent, puisque nous sommes dans l'émotivité, nous sommes dans la rancœur, nous sommes dans la colère. Et ce qui fait que nous ne sommes plus lucides. Et je dis bien nous, moi, toi, tout le monde. Je suis d'accord. Mais tu vois, et là où il faudrait avoir plus le discours d'unité, plutôt que... Vénérable apprenti, non, même pas besoin de statistiques ethniques. Les gens, ils ont des yeux. Il faut juste réinstaller une justice et de l'autre côté, réinstaller des portes, des valeurs, des portes de sortie. Et le mec qui choisit entre le bâton ou l'école et avoir une vraie vie, eh ben, ils vont vite choisir les gens. C'est la société qui pourrit les gamins et qui abaisse leur faculté de résistance à la criminalité et qui les rend criminogènes. Voilà, les gosses qui volent. Ils volent des biens matériels dont ils n'ont pas vraiment besoin. C'est pas tu vois, à l'époque, ils volaient des poules pour manger, les mecs.
Les gosses, ils volaient des poules au 19e pour manger. Aujourd'hui, tu voles des iPhones devant la sortie d'une école. Pourquoi? Voilà, voir la part de la société qui détruit toute l'éducation donnée par les parents, par l'école, par certaines institutions. Moi, Alors, moi, cette spiritualité aussi. ouais, mais tu vois, moi j'ai une petite idée. À l'époque, on parlait de refaire le service militaire. Moi, je trouve qu'il faudrait le remettre en place. Parce que tu vois, si tu arrives à 16 ans, imaginons si tu arrives à 16 ans, voilà, tu fais. Alors, à 16 ans, c'est peut-être un peu jeune. Allez, à 18 piges, comme dans certains pays, à 18 piges, entre tes 18 piges et tes 20 ans, tu fais un service militaire pour apprendre à aimer ton pays. Je te jure que ça en remettrait plus d'un, en tout cas la jeunesse, ça en remettrait plus d'un dans le bon rail, hein. Ah, puis tu fais tu fais ce que fait Trump sur le plan migratoire. Il y a des gens qui sont dangereux, qui se cachent parmi des gens qui n'ont rien à faire ici. Je suis désolé si tu es en galère chez toi, moi je suis en galère chez moi. Tu vas rentrer gentiment ou pas, mais je vais te faire rentrer. Ça, quelle que soit notre origine ethnique, on est tous français, on a tous intérêt à ce qu'il y ait quand même un ménage qui soit fait. Aujourd'hui, les Russes sont pas tranquilles. Il y a des gens qui ont rien à faire. Je parle pas de migrants qui viennent bosser, qui viennent essayer de s'en sortir comme nos parents l'ont fait. Je parle de gens qui ont rien à foutre en France et qui commencent à nous les briser tous ensemble parce que soit ils salissent des gens, soit ils emmerdent des gens. Et cela, voilà. Et cela, il suffit de faire Trump, ce qu'il fait, il déporte des gens qui ont rien à foutre là. Ouais, mais le truc, c'est que, alors, tu fais un service militaire. Bon, après, je vais me taire, promis, les gars. Alors, tu fais un service militaire et tu rajoutes, parce qu'il faudrait aussi que, tu vois, moi, je vais pas te le cacher. Dans ma tête, je me dis, au lieu d'avoir un pays qui soit laïque, je préférais vraiment qu'il soit vraiment de ses racines chrétiennes, comme avant. Parce que avant que ce soit cette histoire de laïcité quand la France était chrétienne, ça se passait très très bien, hein. Ouais, non, mais moi, tu prêches un convaincu. Moi, ça me. Qu'il y ait un roi et que la religion officielle soit chrétienne et qu'on force pas les autres à suivre. Au micro, s'il vous plaît, il y a un micro là qui me tue. Moi, ça me dérange pas du tout. Tant qu'on me force pas à adhérer à une religion, moi, il n'y a pas de souci. C'est l'histoire. On serait dans le sens de l'histoire. Surtout, l'armée permettrait aux gens de nouveau de se parler. C'est-à-dire que ce qu'il y avait quand tu avais un service militaire avant, c'est que le mec de la campagne, le mec de la ville, le mec qui était riche, le mec qui était pauvre, le mec qui était issu de l'immigration, le mec qui était issu de souche, tout le monde était dans le même régiment, tout le monde se tapait les mêmes galères, tout le monde devait faire les mêmes efforts les uns pour les autres. Et ça créait de la cohésion et surtout des gens qui, du coup, se connaissaient et avaient envie de se connaître. Mais encore une fois, je pense que comme tout n'est pas fait de façon inutile et sans calcul, la disparition du service militaire, elle participe de cette division de la société. Mais de force, il y a juste un truc. Le problème, c'est que quand ils ont arrêté le service, entre le moment où ils l'ont arrêté et aujourd'hui, le matériel, c'est du petit bois. Aujourd'hui, dans l'armée, beaucoup de gens s'engagent parce qu'ils pensent que c'est un boulot. Et en fait, beaucoup de gens sont virés ou désertent ou partent parce que les mecs, c'est de la merde. La société actuelle, en général, parce qu'encore une fois, dans les campagnes françaises, il y a du rude, et même dans les villes. Mais en général, voilà. Aujourd'hui, tu réinstalles un service militaire, il va y avoir pendant 10 ans d'énormes problèmes disciplinaires parce que le type, il vient avec sa PlayStation ou son téléphone portable, parce que aujourd'hui, un sergent peut plus mettre une baffe à un mec qui lui répond de manière effrontée. Voilà, non, mais tu peux plus rien faire du tout, sinon ça porte plainte. L'armée, je finis s'il te plaît. L'armée te couvre plus. Il y a tout un tas de trucs et tout. Donc voilà, remettre le service militaire aujourd'hui, tu vas avoir des larves, des mecs qui n'arrivent pas à se lever à 5 heures, qui comprennent pas ce que tu leur dis, qui sont cons comme des balais. Tu vas pas leur donner une arme à ces mecs, ils vont s'entretuer. Voilà, il va y avoir d'énormes. Voilà, l'armée connaît des problèmes. L'armée anglaise, les armées occidentales connaissent aujourd'hui des problèmes avec les types qui s'engagent et des armées qui virent des gens, c'est rare. Hein. Mais non, mais d'où le fait d'avoir cette partie religion, donc la religion de base qui était en France. Et en plus, là, moi je suis arabe et musulman, donc venez pas me chercher là-dessus. Donc d'où le fait de relier la religion avec l'aspect militaire. Parce que du coup, tu as cette rigueur côté militaire, mais tu as aussi le côté spirituel, justement. Je mets le lien pour Fabien et t'inquiète pas, Sofiane, on t'a pas oublié. Vas-y, dernier horizon, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut relier les deux. Tu peux pas avoir l'amour de la patrie et seulement l'amour de la patrie.
Tu vois, il faut que tu aies aussi un côté spirituel. Parce que si tu n'as pas ce côté spirituel qui est relié à l'amour de la patrie, je trouve que ça peut, en tout cas pour ma part, hein, pour ma part. Tu gars, si tu veux monter. Si tu veux monter, excuse-moi encore une fois, je suis un salaud. Hein. Non, j'anime, pardon, Dernier Horizon, en plus tu sais comment c'est. Tuga, si tu veux monter, t'es le bienvenu, Fabio aussi. Voilà, si on a Tuga, ça va être sympa. C'est très beau samedi. On a que du beau monde là. On a toi déjà, Dernier Horizon, voilà. Ouais, mais pas de souci, c'est bon, j'arrête les gars, j'en ai assez dit. Mais voilà. Non, c'était bien, c'est moi qui suis intenable là, je te coupe comme un con. Non, j'espère que le chat il va bien, hein, celui qui s'est fait attaquer tout à l'heure là. J'ai entendu un chat qui se faisait attaquer. J'espère qu'il va bien. C'est pas chez moi, il n'y a pas de chat là. En tout cas, il a pris cher à mon avis. Non, désolé, c'est chez moi, j'ai un refuge de chat et c'est vrai que c'est la période un peu amoureuse. Ah ouais. Et il se frite, j'en ai 50. Donc voilà. D'accord. Ah, bah, franchement, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais, chapeau. Voilà, donc excusez-moi pour mais Non, tout va bien, mais il se frite un peu la gueule, c'est comme ça. Voilà, qu'il ne désolé. saute pas dessus, hein, parce que c'est terrible des chats qui attaquent. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais, tu peux mettre les mains, mais t'es griffé, quoi. Ouais, ça griffe et les griffes, enfin bref. On va donner la parole à Sophia, puis Sophia, tu prends ton temps, on t'écoute longuement sur le sujet de ton choix, tant qu'il est rattaché à l'actualité. Et on ne te coupe pas, promis. Ouais. Voilà. Si jamais. Sophia, on t'entend pas. On n'entend pas ta douce voix. Peut-être qu'elle n'est pas proche du micro, on va lui donner le temps. Alors, Jam, tu nous dis pas de racaille du bas sans racaille du haut. Non, pas forcément. Je veux dire, il y a plein de gens qui dépouillent des gens. Ils n'ont pas attendu que Macron arrive. Je veux dire, c'est pas les racailles du haut. Elle profite des racailles du bas. Je suis d'accord. Il y a un mécanisme qui est installé. Maintenant, il y a plein de gens qui sont nuisibles et qui ont leur libre arbitre en principe. Ou alors, c'est des animaux nuisibles. Auquel cas, il va falloir opérer différemment. Mais t'as plein de gens qui sont censés avoir un cerveau, qui commettent du mal. T'as des gens qui agressent des vieilles pour leur piquer leur sac. Et ça se justifie pas par le fait qu'il y ait des racailles du haut, même s'il y en a, même si tu as raison quelque part. Sophia revient, voilà. Là, on voulait en fait mettre la focale, si tu veux, sur les racailles du bas, qui peuvent exister sans les racailles du haut, et qui souvent ont un profil identique, à savoir des déjections de la société de consommation. Voilà, c'est ça le profil qu'ils ont. Sophia. Allô, Sophia, allô, Sophia. Non, on t'entend pas. Non, t'entends pas, Sophia. On t'entend toujours pas. Attends, c'est peut-être moi qui t'ai pas mis non, si, tu peux parler normalement. Je n'ai pas coupé ton micro. C'est ton micro qui. Regarde s'il n'est pas coupé, Sophia, sur Restream. Non, je regardais. Ah ouais, elle, oui, elle, ouais. Regarde sur Restream, toi en bas. Si tu vois, il est coupé, ouais. Et puis, on a le temps, de toute façon, ça va. On est samedi. D'habitude, je fais pas de live le samedi, mais là, c'est cool. On va prendre notre temps. On va essayer de produire quand même quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, je mettrai des vidéos sur Patreon et les membres. Voilà. Et cette vidéo-là, je couperai le début parce que finalement, voilà, les choses qui se disent en live, elles n'ont pas besoin de rester en vidéo. Voilà, je couperai le début pour arriver sur l'essentiel et pour faire une vidéo propre pour ceux qui veulent la voir avec publicité. Les autres, vous avez qu'à être membre au Patreon. Non, mais voilà, bon, j'arrête la retape. Non, mais ça fait vivre la chaîne. Moi, j'ai envie de tout ça et si contre quelques euros, ça permet de faire durer la chaîne, moi, ça m'arrange. Surtout que là, je dois renouveler le matériel parce que franchement, putain, l'obsolescence programmée, j'y croyais sans y croire. Mais depuis que je fais du YouTube et surtout là, ces dernières années, parce que j'en fais beaucoup plus, je la constate. Hein. Ah ouais, t'achètes des trucs, limite, tu connais la minute où ils vont s'arrêter, quoi. Enfin bon, impressionnant. Mais bon, heureusement que c'est des trucs quand même qui sont pas très Tout à l'heure, Eloko, tu sais, avec Jess, je t'avais envoyé un article. T'as des usines en France qui commencent à faire leur reconversion dans l'armement. Hein. Et c'est des réquisitions, je crois, hein, carrément. Je sais pas si tu as vu. Ouais, je suis au courant. De toute façon, il y a plein et puis t'en as d'autres qui se préparent à être dual pour pouvoir poser des chaînes et tout. Ouais, non, mais Macron a programmé une guerre. Ouais. Tout le monde se prépare à une guerre. Donc, ce qui devrait nous interloquer, c'est comment ils savent qu'il y a une guerre à l'avance. Parce qu'ils vont la provoquer, parce qu'il y a un agenda. Je veux dire, c'est ça le truc. Parce que depuis le début,
il fait comme s'il y a une guerre qui allait arriver sûre et certaine. Et moi, ça me rappelle un peu Jacques Attali qui dit « Le nouvel ordre mondial, vous l'aurez avec ou sans une guerre, avec ou sans une crise économique. » Et peut-être même les deux. Voilà, il y a cette impression d'inéluctable que tout s'est décidé, tout s'est joué, tout est fait pour un truc sur lequel on ne décide pas. Nous, on est là, on va le subir. C'est le trou noir. Voilà. Le temps est devenu de l'espace et on va vers la fin du temps. Voilà, et c'est ça qui est terrible. Et c'est là où tu te rends compte de la supercherie dans laquelle on vit. Voilà. Et puis, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour voir que ce type, il décide tout seul. Il décide et après, il en parle. Regarde ce qu'il fait au niveau européen. Au niveau européen, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des annonces et après les Allemands ou les Anglais sont obligés de démentir en disant attendez, il l'a fait 3-4 fois ça. Ils font des réunions secrètes, à peine les gars partent, ils conviennent de pas en parler parce que c'est des trucs diplomatiques. Tant que c'est pas formalisé, le premier à faire une annonce à la presse 1 heure après, c'est Macron. Avec les Britanniques, on a décidé qu'on allait envoyer des troupes. 2 heures après, les Britanniques ils disent non, on n'a rien décidé, on a parlé de ça. Cette stratégie, elle est bizarre. Hein. Je pense que c'est la stratégie Netanyahou, c'est-à-dire que pour effacer un bilan intérieur catastrophique et pour calmer les foules, rien de mieux que de tenter de les fédérer derrière une cause qui va leur faire peur, qui va les obliger à s'unir derrière quelqu'un. Les amis, là, je vous parle d'un type qui doit diriger un pays, qui doit s'entendre avec d'autres dirigeants. Personne ne peut se le blairer en Europe parce que le type, c'est un gros prétentieux qui ne respecte même pas les formalités diplomatiques de bienséance, qui va balancer tout à la presse pour faire le beau et tirer la couverture à lui. Et ce type agit contre les intérêts de notre pays. Si on n'est pas apprécié en Europe, c'est ce côté prétentieux. Le type, depuis qu'il arrive, tout ce qu'il touche, il le transforme en merde et il se prend pour un cador. Or, ce mec est une merde. Il a détruit voilà, c'est ça. Quand tu travailles avec un type, tu fais des réunions et le type, il va tout balancer à la presse, tu bosses plus avec lui, sauf que le type, il représente un pays. C'est de ça dont je parle. Voilà, Jungle, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait, je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent discuter, parce que voilà, tu as des réunions qui sont quand même à huis clos entre eux, et dans la foulée, avoir des déclarations contraires 1 heure ou 2 heures après. Où il engage des pays qui ne sont pas engagés. Ils sont obligés de démentir. Ce qu'il avait fait avec Starmer, je crois que c'est le Premier ministre anglais, non mais j'avais halluciné, et il l'a démenti, je crois, 1/2 heure après, en conférence de presse. Il a fait une conférence de presse pour démentir Macron, 1/2 heure après. Je me suis dit, mais merde. Voilà. Et quand c'est pas ça, le mec, et quand c'est pas ça, le mec, il balance des rumeurs sur Mélanie, il sort des conneries sur elle, alors que Mélanie, c'est sa voisine. Faut être complètement con. Et attends, on va aller plus loin, parce que j'invente pas tout ça. Le mec, il est chef d'État, il se permet de s'ingérer dans la politique américaine et de critiquer l'un des mecs qui peut être élu et qui a été élu. Et il s'étonne que le mec puisse pas le blairer et que le mec nous fasse la misère. C'est ça qui nous dirige, les gars. C'est un mec qui est incompétent, qui est complètement pété, qui te dit qu'il est Jupiter, et tout ce qu'il touche, il le transforme en caca. Et personne n'ose le bouger, le mec. Non, mais c'est hallucinant. Le mec, c'est un loser. Macron, je veux dire, voilà, il suffit de voir ce qu'il fait. C'est un loser, c'est un destructeur. Partout où il est passé, il y a eu le chaos. Avant, pendant, après. Il va en Nouvelle-Calédonie, il y a le chaos. Les relations franco-algériennes, il y a le chaos. Les relations franco-européennes, il y a le chaos. Il y a le chaos avec tout le monde. Les seuls qui t'aiment bien, c'est l'Ukraine, Macron, parce que tu leur donnes notre pognon. Mais ça, depuis l'époque où il était ministre. Hein. Oui, mais est-ce qu'il vous est pas venu à l'esprit que tout simplement, le gars était peut-être complètement con? Je veux dire, il y a des gens on peut être très instruits et très, très, très bêtes. Je suis d'accord. C'est pas du tout compatible. Jungle, regarde. Quand on observe à l'analyse des faits, et puis, il y a des gens qui l'ont posé aussi. Les gens, ils posent pas un mec con. Il est pas con, ce mec. Tu le sais qu'il est pas con. Non, il est cynique, il est vicieux. Ouais. Voilà. Non, ce qui se passe, c'est qu'il est là pour ça, en réalité. Il est pas con. C'est juste que il y a des gens, tu vois, qui peuvent avoir l'intelligence brouillée par l'émotif ou par la prétention. C'est un type qui se prend pas pour de la merde. Et ça, c'est un mal français. C'est ce qu'on nous dit à l'étranger. Paternaliste, les mecs qui arrivent et je vais te donner des conseils et je te tutoie et je suis au-dessus de toi et moi je fais mieux. Et c'est en Europe, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est un mec qui est loin d'être con, mais qui est un putain de prétentieux, qui sait quelles sont les forces occultes qui l'ont mise là et qui s'y croit. Sauf que, et on l'a mis là aussi pour détruire. Ils l'ont pas mis là pour apaiser le peuple français. Depuis qu'il est là, l'angoisse est montée d'un cran.
Et Non, mais c'est même pas pour rien qu'il était ministre de l'économie avant d'être président, les gars. Rappelez-vous bien. Et il est arrivé de nulle part, il a été Ouais. lui et Attal. Les mecs, c'est des fusées. Lui, il arrive de nulle part, il sort du cabinet Rothschild, il devient ministre de l'économie, et ensuite il est président de la République. Ça s'est jamais vu, et avec l'aide de la presse, l'aide de tout le monde, putain, on a vu tout le système aligner les étoiles. On a vu Fillon, même Fillon, il s'est fait dégager, il a rien dit. Et Attal, on lui a fait un itinéraire comme ça. Le mec, c'est une merde finie, tu vois. On dirait un pot de fleurs, Attal. Regardez, non, mais honnêtement, est-ce que tu crois que ce gars, il a une tête de leader, il a une tête à avoir des idées. Tout ce qu'il a su faire, c'est se faire une coupe de mec de 40 ans alors qu'il en a 20. Le mec, avec sa tête de pot de fleurs, on voit bien que c'est la bêtise incarnée. On dirait une cagole homme, ce mec. Non, mais je te jure. Non, mais sérieusement, et il s'appelle Attal. Il est à la confluence des lobbies royalistes, du lobby juif, du lobby homosexuel. Lui, c'est 5 lobbies en même temps, tu vois, c'est partout. Tu te rappelles, attends, juste les gars, est-ce que vous vous rappelez de l'intervention? En fait, c'était Attal qui était parti à Marseille en plus. Il était à Marseille et c'était et en fait c'était genre un rendez-vous avec des officiers. Sur Coco. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles ce qu'il avait dit à l'officier qui était sur l'estrade entre guillemets avant de faire son discours? Il lui a dit ouais, le livreur Karim ou quelque chose comme ça. Et t'as l'officier qui lui a répondu non, nous les Karim à Marseille ils font des études. Tu te rappelles de ça? Non, je sais pas, mais rien que voir sa ganache à Marseille, il est l'inverse de ce qu'est Marseille, avec sa tête de pot de fleurs. Putain, ce mec me dégoûte, sérieux, t'as envie de. Non, mais sérieusement, le mec, il est pas sorti de sa villa du 16e et on te le met. Voilà, parce que, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. Et ce type, attendez. Ce type, il va parler au nom des travailleurs, des mecs qui commencent à bosser depuis l'âge de 16 ans, et il te dit il faut que les Français travaillent plus, et il faut payer ça. Il a jamais bossé de sa vie. On est dirigé par des gens comme ça depuis Hollande, depuis Sarkozy d'ailleurs, avec ses brigands. Oui, c'est marrant, toute l'équipe Sarkozy a été condamnée pour des faits crapuleux. Ça aussi, ça n'interpelle pas les Français. Ils sont devenus apathiques. Toute l'équipe, Balkany, Tibéri, tous les potes à Sarkozy sont tombés pour des histoires, mais c'est limite le milieu, les mecs. C'est pas le milieu politique, c'est le milieu tout court, ces gens. Voilà, ben c'est ça. Mais quand tu vois qui est à la gouverne et que les populations laissent faire, tu dis il y a un problème. Voilà. Mais même l'opposition, par exemple Juan Branco, tu vois, pour parler de lui. Brancognol. Tout le monde pourrait se dire, alors si, il a quand même fait des choses qui sont assez bien. Il a défendu des personnes et ça faut pas le nier. Mais par contre, c'est assez curieux quand tu vois qu'ils viennent tous un peu du même milieu, un peu de la même loge franc-mac, des parents qui se fréquentaient, ça allait manger l'un chez l'autre. Ils sont là pour occuper le jeu parce que la nature a horreur du vide et il vaut mieux eux qu'un fils du réel. Et Branco, c'est typiquement le Rastignac qui fait son petit jeu, qui doit, tu vois, il doit choper des meufs, il doit faire des fêtes, il doit vivre sa vie et le système, le laisse faire parce que c'est inconsciemment, il fait tourner le système, même s'il est des amants un peu rebelles du système. Voilà, c'est tout. Et ce Branco n'est pas dangereux, sinon ça fait longtemps qu'il serait tombé. Et adoubé par Attali, Branco. Donc, non, mais ce qu'il faut voir. C'est pas Jean-Michel Debrive qui ira là-bas, parce que Jean-Michel Debrive, il est juste là pour payer, pour travailler, pour faire de la richesse qu'on donnera à d'autres gens. Voilà, Jean-Michel Debrive, il a peut-être pas non plus l'ambition de ça. En fait, ce qu'il faut voir, et c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à comprendre un peu en France, parce qu'on a été lobotomisé par cet esprit soi-disant républicain qui n'existe pas. La France est un pays de caste. Il l'a toujours été, et je pense que malheureusement, il le sera toujours. Donc, mais si c'est un pays de caste. Non, mais il a raison, c'est un pays de caste. Pas toujours, ça n'a pas toujours été comme ça. Non, attends. Il y a eu une révolution. Attends. Depuis la féodalité, il y a des castes. Non, mais le problème, Jungle, pour aller vite, le problème, c'est pas que la France soit un pays de castes, parce qu'il faut des structures à tout pays. Le problème, c'est que c'est plus des castes françaises. Voilà. Oui, mais ça que l'élite française n'ait jamais aimé le peuple français, ça aussi c'est pareil, ça ne date pas d'hier. Là, c'est pas des élites françaises qui dirigent, c'est des élites apatrides qui dirigent le monde occidental, qui sont soit des personnalités morales, soit des personnalités physiques. Et le malheur, c'est que là, c'est pas des castes françaises, c'est pas le roi, et puis en dessous la noblesse, le tiers-état. Là encore, ça serait bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut être malin, tu te démerdes pour monter, parce que finalement, il y a des sas. Là, aujourd'hui, la France,
France, depuis un certain temps, n'est plus dirigée par ce qu'on appelle des Français. C'est pas une histoire de couleur de peau, c'est une histoire de Français. C'est des gens qui œuvrent pour le nouvel ordre mondial, pour le fédéralisme de l'Europe, pour le projet je sais pas quoi. Mais voilà, et il est là le drame. Parce que, mais on on est d'accord là-dessus, Rayad. Mais pour que ce que tu décrives advienne, il a fallu la complicité d'abord de la caste Oui. de l'élite française, de son C'est vrai. élite politique, de son élite intellectuelle, de son C'est les élite journalistique. C'est une Donc, il y a un moment infiltration, donné- Jungle. Ils se sont fait infiltrer. Je pense pas qu'ils Non, l'aient non, non, voulu. je pense, alors là, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas qu'ils se soient fait infiltrer. Je pense qu'ils ont toujours épousé, et ça a été fait de tout temps. Regarde, partout dans l'histoire de Depuis France, quelle époque? l'élite Depuis quelle française époque? mais depuis toujours, l'élite française a toujours épousé les Depuis la volontés, Révolution, depuis la des Révolution française, pays Jungle. Pas avant, depuis la Révolution française. Voilà. Avant, c'était compliqué. Avant. Ok, bon, on va pas, ok, le Moyen-Âge encore, oui. Ah, mais je Voilà. regarde. Non, Mais- écoute-moi, juste un truc. Infiltrer, que tu sois sioniste ou extraterrestre ou ce que tu veux, infiltrer la cour de Louis XVI, c'était compliqué parce que déjà à l'époque, quand tu étais étranger, c'est que tu sais, un étranger, c'était le mec de l'autre côté de la rivière et déjà, c'était compliqué. Si tu fais un peu de droit de la nationalité, tu verras qu'à ces époques-là, les naturalisations, c'était très compliqué, c'était très rare. De temps en temps, tu avais le maréchal de Saxe, par décret, le roi le rendait français, etc. Et donc, l'infiltration, elle s'est faite, c'est à partir de la Révolution qu'on a vu arriver les bourgeois, que le pouvoir s'est ouvert à tous, et c'est à partir de là où on a vu arriver des gens qui n'avaient pas l'intérêt, la fibre patriotique en haut du mât de leur drapeau moral. Mais Ah, Jungle, il a sauté. Je crois que Jungle, Ouais. il a sauté. Aïe, 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 aïe. Attends, Jungle, on va te replacer. Est-ce que je Mais- peux intervenir là-dessus? Mais- Ouais, allez-y, allez-y. Ouais. Alors, juste un truc, déjà, les acteurs ne sont pas les scénaristes. Et je pense qu'on voit que les acteurs, les scénaristes sont soit humains, soit autres. Et surtout, il faut bien se rendre compte que là, on s'agite sur des débats, mais en fait, est-ce que c'est pas bien en soi? C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des siècles que cette caste, cette soi-disant élite, qui n'est pas une élite, hein, pour moi, c'est vraiment une caste. Il faut bien différencier les deux, caste et élite. C'est une caste, ce n'est pas une élite. Ces gens-là n'ont jamais travaillé, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, cette caste essaye de nous entraver, c'est clair et net. Le seul truc qui change, c'est qu'on le voit. Et en fait, même avec tout ce qui est dramatique, ce qu'on voit, ce qui se passe, je trouve ça sain que ça se passe ainsi. Et c'est très bien ainsi. Parce qu'on voit les choses. Et quand les gens ils parlent d'apocalypse, apocalypso, c'est enlever le voile. Et bien sûr, ça sera dramatique. Mais on va voir les choses et on les voit. Il y en a certains d'entre nous qui le voient depuis un peu plus longtemps. Mais là, moi, ce que je vois autour de moi, même auprès de mes proches, c'est que les gens voient ce qui se passe. Et c'est très bien ainsi. Malheureusement, ça va amener des douleurs, certainement. Et je suis pas pour les douleurs, mais je sais que c'est un peu comme quand t'enlèves un pansement, ou peut-être mieux l'enlever un peu plus vite que tout doucement. Et la douleur sera là, mais c'est important qu'elle arrive. Voilà. Alors, juste Non, mais Jungle, juste pour te dire à quel moment pour moi c'était quand tu as eu le massacre des Vendéens. Voilà. Je voulais juste dire ça. C'était le moment où il y a eu le point de rupture. Ça remonte quand même à loin, et il y a une chose qui est quand même réelle, c'est que l'aristocratie française, ce qu'on appelait à l'époque l'aristocratie française, qui s'est ensuite transformée, les élites, machin, avec la République, tout ce que tu veux, mais d'une façon générale, les gens qui ont toujours tenu la France ont toujours considéré le peuple français comme un peuple un peuple de seconde zone. Et il y a un moment donné, c'est quand tu as un président de la République. Alors je sais qu'on va dire oui, mais les autres ne l'ont pas dit. Macron, il le dit. Mais Macron, il a l'essence de ce que pensent ces gens-là sur des générations et des générations. Quand il te dit il n'y a pas de culture française, quand il te parle des Gaulois réfractaires, quand il te parle de tout ça, c'est parce que c'est une vision qui est portée par les gros industriels français qui te disent mais les Français c'est des feignants, de toute façon ils veulent pas bosser, et ainsi de suite. Et ça a toujours eu cours dans l'histoire de France. Jungle, là encore une fois j'insiste, là je suis pas d'accord, je vais te dire pourquoi.
Macron, il représente, oui, les fédéralistes, la classe politique actuelle en Europe ils détestent leur propre peuple, mais eux-mêmes ce sont pas des élites, c'est des petites merdes qui ont été installées là, et en général, ils ont le mépris des gens qui n'ont rien. Mais par exemple, Mitterrand, Chirac, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, même s'ils regardaient le peuple avec condescendance, ils avaient une autre image du peuple français, un peu moins péjoratif, c'était des gens de lettres, ils ne sortaient pas des platitudes. Même un Mitterrand qui était très cynique, on l'appelait le Florentin, tellement il manœuvrait machin, il voyait pas le peuple français comme un peuple de seconde zone ou des sous-merdes, etc. Ça, les mecs qui méprisent le peuple français comme Macron, c'est les petites merdes du nouvel ordre mondial, de l'Europe fédérale qui sont arrivés aujourd'hui, qui sont prêts à tout. Et c'est là où on voit à quel point on est tombé. Voilà, tous les pouvoirs, il y a le pouvoir a toujours à la fois méprisé et aimé et été condescendant avec les peuples. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est la structuration même du pouvoir. Il y a un jeu et le peuple a toujours été, j'aime pas le pouvoir, mais en même temps, dès qu'il y a un problème, je l'appelle. Le problème actuel, je t'explique, c'est que nous avons, et c'est pour ça qu'Antoine, ce qu'il a dit est bien, il y a une levée des voiles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant comment les Français veulent vivre, c'est qu'ils sachent comment ils vivent réellement et qu'ils décident. C'est ça, c'est lever le voile sur le mensonge. Croire que Macron, c'est un président français, ne pas voir son projet, c'est ça qui nous emmerde. C'est ça que les autres cherchent à cacher. Voilà, Macron, c'est pas Mitterrand, c'est pas De Gaulle, c'est pas Louis XVI, c'est pas François Ier. En plus, tu as eu, quand tu connais l'histoire de France, des rois qui ont sincèrement aimé leur population, mais oui, peut-être de manière paternaliste, de manière. Donc, la structuration du pouvoir crée comme ça des flux ambigus entre le dominant, le dominé, mais on se demande des fois qui est le dominant, qui est le dominé, c'est des jeux comme ça et tout, mais là on a quelque chose de pire. On a des gens qui doivent tout à leur pays, mais qui le méprisent, qui se croient, qui se prennent pour je sais pas quoi, que c'est des petites merdes, qui sont dans une dissonance cognitive parce que l'autre il se prend pour Jupiter, alors que c'est juste qu'un paltoqué, il a aucun pouvoir. Si demain les gens qui l'ont installé décident de le vire, et ces gens-là, on doit se les gaufrer parce qu'une partie de la population n'a pas compris ce qu'ils étaient, alors qu'on voit clairement que ces mecs sont possédés et que ça relève plus de la psychiatrie ou de la démonologie que de la politique. Macron, les Verts allemands, tous ces gens. Je finis juste là-dessus. Les mecs, leur projet, c'est de tout niquer en Europe, tout enlever, et de repartir avec des petites fleurs, des transsexuels, des bios, et il va falloir faire attention de pas mégenrer les abeilles. Je veux dire, un projet complètement niqué qui ne peut naître que dans la tête d'un malade mental. Voilà. Et là, on le subit. Aujourd'hui, il y a une guerre, il n'y a pas d'usine. Elles sont où les usines? Elles sont où les voitures? Elles arrivent, elles arrivent. Non, mais c'est ça le constat. Bien sûr que le pouvoir a toujours dominé, mais il a fallu un pouvoir, il y a une structure. Tu vois, par exemple, en France, oui, la France est un pays de caste, c'est vrai. Frédéric Delavie a totalement raison. Mais n'empêche que des exemples de promotion sociale où le type il est ouvrier et il devient bourgeois et il s'achète un machin, sous Giscard c'est possible et ça se faisait. Et le type avec un salaire, voir sa femme bosser un peu à mi-temps à côté, très vite il s'achetait une maison, machin. Et tu vois, il y avait du sens. Puis à côté, tu avais un État qui était là, qui te cassait peut-être qui te castait peut-être les couilles, mais qui était protecteur. Tu savais que Giscard, même s'il en mettait peut-être à gauche, il allait pas détruire son pays. Aujourd'hui, tu as des diables cachés dans des cordons. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Attends, juste en 2 mots. Je comprends ce que tu veux dire, Rayad. Mais disons que pour symboliser un petit peu la façon dont je pense, parce qu'on va pas faire 10 ans là, non plus sur ce débat-là, entre guillemets, disons que la France du 18 et du 19e siècle, les dirigeants à cette époque-là, c'était pas Saint-Louis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça fait quand même 200 ou 300 ans que ça dure. Ouais, non, mais tu as. Après, on est d'accord sur le constat de la France actuelle. Non, t'as pas tort. Il y a eu à différents moments, même dans la royauté, il y a eu à différents moments ce qu'on appelle des plutocraties. Louis XV, Louis XVIII, puisque après la chute de Napoléon, la France devient 2e puis 3e en Europe et s'inféode carrément aux Anglais jusqu'à aller faire la guerre de Crimée. Tiens, c'est marrant, ça nous rappelle la Crimée d'aujourd'hui. Ouais. On est d'accord là-dessus. Je conteste pas non plus. Mais juste un truc. Macron, c'est pas ce qu'il y avait avant, c'est pas Mitterrand. Vas-y, c'est pire. Vas-y, juste un truc, quand je vous ai dit que les acteurs ne sont pas les scénaristes, je pense qu'il y a quelque chose de plus transcendant dans l'époque où on vit et que ces gens, malgré eux, font quelque chose qui ne comprennent pas eux-mêmes parce que eux sont idéologues et ils vivent leur idéologie et que malgré eux, il y a un plan qui se déroule. Et c'est pour ça que j'avais dit que les acteurs ne sont pas les scénaristes. Ouais. Et malgré le malheur que ça peut apporter, je pense
qu'on aura une happy end, même si elle se fera dans la douleur à un moment donné. Antoine, C'était juste pour rappeler ça quand même, qui, malgré eux, ils font quelque chose qui est plus grand qu'eux et heureusement dans le bon sens. Voilà. Antoine, moi je partage ton point de vue sur le fait qu'il y a quelque chose au-dessus qui a écrit l'histoire et qui l'a fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi qu'il y aura un happy end. L'happy end, c'est quoi? Qu'on soit clair, c'est après les tribulations de 7 ans. Les tribulations de 7 ans, s'il y a des guerres là, on les démarre. Donc l'happy end, parce que là, ces gens annoncent une ère, même Irlmayer le dit, après on vivra beaucoup mieux. Il y a une ère de prospérité qui arrive après la guerre pendant 3 ans et demi en Europe. Mais il faudrait une cassure qui sera énorme. Ça va mais elle fait partie des tribulations et il y aura 7 ans, et après il y aura le happy end normalement. Voilà. Normalement, mais il faut bien que les gens soient conscients que ça viendra par la douleur. Les tribulations, c'est associé dans plusieurs religions à l'accouchement. Ouais. Et il faut bien comprendre et concevoir que ça va être dur. Mais ça sera pour le bien. Ça va être dur et j'espère du fond de mon cœur que vous tous là, ça ira. Mais je pense que ça va être dur pour beaucoup et même pour nos proches. Mais il va falloir passer par là, malheureusement. Et j'en suis désolé de le penser, hein, mais je vois pas d'autre façon d'y arriver. Ça va se réaliser et on va passer, l'humanité va passer le bac, sa plus grande épreuve de tous les temps. Ouais. Hein, et ça va faire mal, il faut passer le tamis purificateur. Très très peu de gens réussiront l'épreuve, mais dans 7 ans, ceux qui sont là à la 8e année, bah, les gars, vous avez passé le truc, voilà, avec mention. Et les autres, c'est-à-dire nous, on le passera pas, voilà. Et donc oui, il y a les douleurs de l'enfantement, il y a quelque chose qui va faire mal, surtout pas les 3 premières années, les 3 années et demie après, parce qu'ils annoncent des catastrophes naturelles, des sécheresses. Mais tu crois pas qu'on y est déjà quand même? Non, il y a un marqueur, il faut la guerre pour amener l'antéchrist. Donc on n'y est pas. Non, alors moi, c'est une vraie question parce que est-ce que vous sentez pas dans votre cœur qu'on est déjà dans les tribulations, qu'il y a quelque chose qui se passe et je ne pense pas qu'il faut un. Bien sûr, dans les prophéties, je les connais, depuis longtemps, mais je les connais ou tout ça. Mais j'ai l'impression que le travail a déjà commencé. C'est comme le travail une femme. Il a commencé depuis la création de l'humanité. Ce que je veux te dire, c'est qu'on est regarde, les tribulations, c'est une pièce où festoient des gens. Nous, on est dans le vestibule, on les entend déjà festoyer. Mais les tribulations, ça correspond à un terme défini par l'Église catholique et par l'eschatologie catholique. Donc, tribulation, c'est après une guerre que va mener l'Antéchrist et qui le verra arriver au pouvoir. Ça répond à une définition précise. Donc, ce que nous vivons là, c'est les pré-tribulations. Ouais, n'oublions pas que dans la théologie, Satan est vu comme le grand séducteur. La vraie tribulation, elle va démarrer quand il faudra refuser le monde que va nous proposer l'Antéchrist et qui sera très très difficile à refuser. Voilà. Mais pour amener ce monde-là, par contre, c'est là où je suis d'accord entre guillemets avec toi, c'est que si on prend une femme qui accouche, là, c'est peut-être les toutes premières contractions. Mais les grosses contractions, c'est après. Sur ça, je suis exactement d'accord. C'est à peu près l'image que j'avais en tête. Quelque chose, les gars, si ça ne dérange pas. Juste là, sur Jungle, sur ce que tu as dit, ça me fait penser à une image. Alors, je ne sais plus dans quelle, mais c'est les Saintes Écritures, mais je ne sais plus lesquelles. Où, grosso modo, tu avais là les tribulations, et c'était le Satan qui est arrivé et qui te présentait en fait le paradis et l'enfer. Et en fait, toi, tu crois choisir le paradis, mais en fait, tu as choisi l'enfer. Donc, grosso modo, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il faudrait plus choisir quelque chose qui est dans le simple, dans les choses qui sont un peu de l'ordre du respect et de ce qui pouvait nous faire à l'ancienne, à l'époque de nos parents, entre guillemets, ou de nos grands-parents maintenant, plutôt que ce qui est en train d'arriver actuellement. Et là, tu as plus l'impression qu'il te présente quelque chose où voilà, la vie elle est simple, enfin voilà, tu peux avoir tout ce que tu veux d'un coup, voilà, t'as l'IA qui arrive, t'as beaucoup de choses qui arrivent et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment tout est inversé. Il te présente l'enfer, le paradis, et le paradis c'est l'enfer. Et ben c'est un miroir. En fait, il te présente un miroir, une illusion de tout ce qui pourrait être, alors qu'en fait on est en pleine dégradation. C'est la chute de l'Empire de Rome. C'est pareil, en fait. On te miroite des choses qui sont exceptionnelles. Ça, c'est vrai. Je veux dire, l'IA, bon, c'est pas une intelligence, mais dans l'absolu, c'est
c'est fabuleux, tu vois. Mais on arrive au fond du gouffre. Et je pense et c'est pour ça que moi, je pense que les tribulations ont déjà commencé, parce que dans ma vie vraiment, je me détache du matériel, j'ai plus rien. Mais bref, c'est très bien ainsi. Mais je le sens au fond de mon cœur qu'il y a quelque chose qui se passe déjà. Et c'est pour ça que je vous parlais de Pâques tout à l'heure. Je sais pas si vous avez senti quelque chose au fond de vos cœurs, dans vos idées ou tout ça, ou même il y a quelque chose qui se passe, et ça, en dehors de tous les médias ou machin, je trouve qu'il se passe quelque chose. En tout cas, en mon âme et mon cœur, moi, je vous dis qu'il s'est passé quelque chose. Après, je sais pas si c'est pour vous pareil. Je suis pas un théologien, je suis pas un spiritueux, je vais pas faire de prosélytisme, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais le doute que les tribulations étaient déjà là. Voilà. Non, mais je pense que grosso modo, pour résumer un petit peu, l'Antéchrist va tout simplement nous proposer le paradis sur terre, mais aux dépens du paradis céleste. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir choisir. Est-ce que tu veux ton paradis maintenant, ou est-ce que tu veux ton paradis plus tard? C'est ça, entre guillemets, l'offre de Dieu. Pardon pour les laïcs de le dire comme ça, mais entre guillemets, c'est ça l'offre de Dieu. Est-ce que tu veux ton paradis ici et maintenant, ou est-ce que tu veux l'avoir après? Si tu veux l'avoir après, il faut faire des efforts ici et maintenant. Si tu veux pas d'efforts ici et maintenant, c'est après qu'il faudra faire des efforts pour supporter l'enfer. Et je dirais même pas des efforts, c'est des sacrifices. Parce qu'avec la connaissance qu'on a, moi je sais, par exemple, je ne paye pas d'ELEC ici. Tu vois, j'aurais pu miner de la crypto, j'aurais pu faire des trucs par rapport à la fraude ou non, je l'ai pas fait, même si j'ai la connaissance. Et en fait, je pense que c'est un grand test. Là, la période qu'on a, on s'est incarné dans cette période. Mais je vous jure, les gars, vous êtes des soldats. Tous autant qu'on va peut-être tomber. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut tomber dans ce monde matériel. Mais je vous assure que c'est le plus grand test que l'humanité n'a jamais eu. Vraiment, je le crois du fond de mon cœur. Et qu'il faut qu'on tienne. Il y a un seul truc à faire. On n'a pas à changer le monde. On a juste à tenir ce qu'on est. Mais ça, c'est ma conviction profonde. Mais il n'y a rien de plus important. Bien sûr, on n'aura pas les lauriers ou tout ça pour tout ce qu'on fait. Mais je crois que c'est la chose qui compte, c'est de tenir. C'est tout. C'est malheureux, hein, parce qu'on n'aura aucun orgueil à faire ce qu'on fait. Mais je crois que c'est le plus important. C'est exactement ça. Ouais, on est d'accord avec toi, je pense, Antoine. C'est que en fait, on est arrivé à un point de rupture où je pense là, le plafond de verre, on va l'atteindre, et il faut vraiment se dire que on vit une des pires périodes que l'histoire ait connue, et que je pense qu'on aura un grand mérite si on arrive à s'en sortir de tout ce merdier. Hein. Parce que c'est un merdier monstre, il n'y a rien qui va, c'est le bordel partout. Et sans se corrompre. Sans se corrompre, c'est ça le plus dur. Ah, moi, j'adhère totalement à ce que dit Antoine. Là, il tape juste depuis tout à l'heure. Complètement. Grave. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. En plus, mais ce qui est horrible, tu vois, c'est quand tu as ce point de vue, et ben du coup, tu as tendance à dénigrer en fait ce qui se passe, puisqu'en fait, ça n'a fondamentalement aucune importance. Moi, j'adore la géopolitique ou tout ça, mais finalement, à part se masturber entre guillemets intellectuellement, tu vois, ça n'apporte rien. T'as ton être qui voit se passer, donc c'est important de comprendre les choses. Et moi, de toute façon, je le vois toujours. On est dans une simulation où on est en train de comprendre le mal pour un jour. C'est un peu l'image de Fafnir, le loup, et qu'on attend le Ragnarok et qu'on est en train de se former pour combattre le loup. Mais le loup, on le combat déjà dans cette sim. Pour moi, on est dans une simulation. C'est un monde très bizarre qui est très beau, mais très bizarre. Une copie pâle de Sophia, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est en train de s'entraîner à voir les mécanismes du mal pour enfin pouvoir le combattre. C'est pour ça que ce qu'on fait est important. Mais exactement, mais ce que j'ai dit, c'est ça. C'est pour ça que moi, encore une fois. Là, je suis pas d'accord. On se branle pas l'esprit. Même si on peut le dire, hein, mais je suis pas d'accord. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Je fais une réponse en général parce que c'est une question intéressante.
effectivement. Mais ouais, ça sert pas plus que si j'étais sorti boire des bières à la Plaine, qui a le quartier d'à côté qui est festif. Sauf que moi, personnellement, j'ai envie de passer mon temps à réfléchir sur des sujets qui me plaisent. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, Comme moi. tout ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit faire des lives géopolitiques, planter des fleurs, etc., n'arrêtera pas ce qui va se passer. Et l'essentiel pour nous, c'est ce que nous faisons dans la journée. Hein. Tu sais, j'ai une vie entre les lives. Hein. C'est de se préparer dans notre là où nous avons encore notre libre arbitre, parce qu'on va pas arrêter la marée. Donc, on va essayer de passer l'épreuve, de rester intègre, de rester ce que nous sommes et tout. Maintenant, ça nous empêche pas de vivre, parce que si tu restes dans l'angoisse de l'attente, tu fais rien. Ça ne nous empêche pas de vivre et ça ne nous empêche pas, quelquefois, je poursuis un peu, d'être un peu schizophrène et d'imaginer un autre futur. Voilà, où je sais pas, où tu vas à la pêche, où tu fais des randonnées, où tu fais des trucs. Moi, je te parle d'une guerre en juillet et en même temps, j'aimerais faire le chemin de Stevenson en juillet. Donc, c'est un peu schizophrène. Mais ça, c'est la partie humaine qui veut pas non plus, voilà. Donc, faire des lives géopolitiques, moi, c'est une activité qui me permet de vivre, mais c'est aussi un hobby. Je préfère faire ça que sortir là et me taper la converse de gens que j'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie d'être avec eux, etc. et tout. Donc, ce que nous faisons, je finis. Ce que nous faisons pour l'instant, c'est nous meublons nos vies avec les choses que nous pensons être les mieux pour nous. Voilà. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord et je suis désolé pour c'est une question. Masturbation intellectuelle. C'était pas ça que je voulais dire, parce que moi aussi, j'adore et je fais que ça. Je veux dire, la culture, l'interrogation ou tout ça, je ne fais que ça de ma vie et je m'intéresse et je passe beaucoup de temps à ça. Et pardon, c'était c'était pas du tout outrageant. Au contraire, moi j'adore ça. Écoute-moi. Le seul truc que je voulais dire. Écoute-moi, non, on discute. Je l'ai pas pris mal du tout. C'est une question qui revient. Je vais t'expliquer pourquoi elle est intéressante cette question. C'est une question qui revient souvent dans plein de lives, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de youtubeurs, et nous-mêmes on se pose la question. Voilà, moi par exemple, s'il y a la guerre en juillet, je vous dis que peut-être qu'en septembre j'arrête la géopolitique et je vais à la pêche parce que j'en ai ras le cul de tout ça et j'aurais estimé que. Et donc, ce que tu dis, tu n'as pas à t'excuser parce que je l'ai pas pris pour moi et là, on est dans des bonnes critiques. Et deux, c'est une question qui revient souvent et elle s'apparente à ce que moi j'appelle des fois une perte de sens. Moi, des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais un live, ça sert à rien. Voilà, reste couché, fais rien et tout. Donc, non, au contraire, c'est des très bonnes questions. Ah, mais non. Mais non, du tout, au contraire. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Moi, je te suis depuis longtemps, je suis d'autres chaînes et bien sûr que ça fait du bien de cultiver son intellect, je te dis, dans l'absolu. Et l'absolu n'est pas de ce monde, malheureusement. Et heureusement, moi, je te jure, je pense que ce genre de chaîne, bien sûr qu'elle existe et c'est heureux parce que ça nous permet de comprendre le monde et c'est très, très important pour le combat qu'on aura à mener dans un autre monde. Si je peux ajouter quelque chose, les gars, juste pour te dire, tu sais jamais la portée de ton discours ou de tes mots dans le futur. Imaginons là, tu as peut-être le futur sauveur du pays, tu vois, qui nous écoute. Et dans quelques années, je sais pas, les gars, j'extrapole, mais on sait jamais. Dans 10-15 ans, et qui va se dire, ah, mais oui, voilà, il avait eu le déclic parce qu'à un moment, il avait écouté un débat dans une certaine assemblée. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ensemble d'éléments qui vont l'amener à. Non, mais les vidéos et les activités numériques qui demain, dès aujourd'hui, vont connaître du succès, ça sera tout ce qui sera désangoissant. Ce sera les vidéos de randonnée, les vidéos nature, les vidéos d'animaux, parce que il y a une demande. Les gens là, ils sont dans une telle angoisse que qu'ils ont envie de voir autre chose. Et nous-mêmes, on en a marre de la géopolitique. Moi, personnellement, je pense être arrivé au bout de ce que j'avais à dire. J'attends juste que les événements que j'avais annoncés se réalisent ou pas pour en tirer une conclusion, et on a envie de passer à quelque chose de moins angoissant, parce que nous-mêmes, là, on participe à l'angoisse en parlant d'éléments angoissants. Et moi, avant de laisser parler Sophia, non, c'est pas vrai. Juste que ce que je voudrais dire, c'est que il faut pas oublier que le combat, ça sera avant tout un combat dans l'esprit. Donc le corps obéit à l'esprit, hein, toujours. Hein, le corps est l'esprit est le maître, et le corps est l'esclave. Donc avoir un esprit dur, avoir un esprit droit qui est plus attaché à son éthique qu'à sa qualité de vie corporelle, il va être là le combat. Ça va être de réussir à accepter entre guillemets la misère, de refuser le paradis terrestre. Parce que justement c'est ton esprit qui va guider ça. Donc il n'y a pas de masturbation intellectuelle, hein, même si je partage avec Rayad, j'ai bien compris Antoine ce que tu disais, mais
il est plus important de muscler son esprit que de muscler son corps. D'autant que s'il va falloir aller vivre dans les forêts, je vous assure que peser 150 kilos de muscle, c'est pas la bonne tactique. Non. Bah non, parce que tu consommes plus d'énergie, tu as besoin de plus de nourriture, de plus d'eau, donc c'est pour la survie, c'est pas le bon truc. Hein. Mais voilà, le combat, il va être dans l'esprit. Et donc, se fortifier l'esprit, c'est la meilleure musculation, je pense, qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et D'où après, le- voilà. Et bien sûr, et je suis désolé parce que je pense que j'ai mal utilisé les mots. Il y a pas Et de bien souci. sûr, C'est le tour de la moi, chaîne, t'es je bien. me masturbe intellectuellement tous les jours. J'adore ça. La connaissance, l'échange. Il n'y a que ça de vrai pour moi. L'esprit fait vivre mon corps. Là, ça fait 3 semaines que je jeûne. Ah ouais. Ouais, c'est Bon, ça, je le casse avec de l'eau. C'est très difficile parce que mon corps n'aime pas du tout, mais j'en ai rien à branler parce que c'est mon esprit. C'est très dur, mais parce que c'est pour ça que je vous demandais s'il n'y a pas que ça avait fait quelque chose pour vous, parce que moi, il y a un truc qui s'est passé, mais bref, c'est pas grave. Mais dans l'absolu, toutes les discussions qu'on a, c'est l'élévation de l'âme. Et c'est pas de la masturbation. C'est vrai que c'était très péjoratif, comme je l'ai dit. C'était juste dans le sens où ça ne change pas. Mais par contre, pour le regard qu'on a sur le monde, c'est très important. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas moi le dernier qui va contredire ça. Et j'en suis désolé, c'était des mauvais mots que j'ai Il faut garder son esprit en alerte, moi je trouve. Et puis c'est l'esprit de la chaîne aussi de parler un petit peu comme si on était au café du coin. C'est souvent comme ça avec Ryan. Non, mais c'était un petit peu dur comme mot, j'aurais pas dû utiliser ça. Ah bien, Non, mais c'est l'esprit de la chaîne, comme j'ai des mains. Vous savez que le mongolito de départ dont je parlais m'a écrit là. Tu vois, le mec, tu vois, il aime pas ce que tu fais, mais il regarde tous tes lives. Voilà. Ça, c'est l'esprit aussi des débiles qu'on a aussi sur YouTube. Il écrit pour insulter. Tu vois, mais moi, je fais exprès de parler de lui parce qu'à chaque fois qu'il revient, il me fait une vue. Mais il écrit quoi, cette espèce de crétin? Non, surtout là, il y a des chutes d'audience partout. Venez les trolls avec plaisir, tant que vous taisez. Non, mais c'est bien aussi des fois aussi, quelque part, de se retrouver, d'échanger avec d'autres gens. Pourquoi? Parce que soit on s'isole volontairement ou pas. Moi, je me suis pas mal isolé, mais volontairement, parce que ça me casse la tête. Et en ce moment, mais des fois, si tu côtoies des gens, bon, je suis désolé, je suis pas meilleur qu'un autre, mais il y a des gens, j'ai pas envie de vivre à côté d'eux, de les écouter. Je veux dire, tu perds 3 points de QI et 10 neurones à chaque fois qu'ils te parlent, et à la fin, ça fait vraiment mal à la tête. Donc, des fois, ça fait du bien aussi de venir sur des lives ou de faire des lives et de discuter avec des gens qui ont déjà une certaine culture, avec qui tu vas t'enrichir, tu vas échanger, tu vas apprendre et tu te reconnectes à l'humanité. Moi, mes lives, ils me servent aussi à me reconnecter à une certaine humanité. J'ai des gens normaux parce que je vois pas toujours des gens normaux autour de moi et la psychiatrie, elle touche toutes les villes. Même Marseille, on est affecté par ça. Et voilà, sans parler, tu citais Pâques tout à l'heure. Moi, ce que j'ai ressenti à Pâques, c'est juste que ça allait monter d'un cran au niveau angoisse. Et que des énergies négatives allaient arriver, enfin s'amonceler. Et je m'attendais pas à la mort du pape, mais je m'attendais de toute façon, je m'attends encore à des morts de personnalités. Ouais. Rayad, sans vouloir commander ou c'est pas chez moi ici, mais est-ce que on pourrait pas laisser parler Sophia là, parce ouais, c'est demandé sur le chat, ça serait bien qu'elle puisse. Elle a un micro qui fonctionne en plus, donc Sophia, ça va être. excusez-nous, on est des grands Vous bavards. m'entendez cette fois-ci ou pas? Super bien, Sophia. Ah, j'avais un problème de son, comme vous avez dû imaginer. Premièrement, merci El Loco pour ta chaîne. Et juste Sophia, quand tu parles, te rapproche pas trop du micro parce que ça pop, okay. Ça fait. Et là, ça pop moins. Ça pop ça plus. Ça pop light. Ok. Donc bonsoir à tous et bonsoir à la team et aux intervenants et au chat. C'est un plaisir toujours de rejoindre ta chaîne. D'ailleurs, moi, je ne suis pas abonnée parce que j'ai enlevé Google dans mon téléphone et chaque jour, j'essaye de voir si tu es en live et si tu es connecté. Donc, donc là, ça tombait bien. Je ne m'attendais pas à ce que samedi, tu fasses le live, mais c'est une bonne surprise. Merci. Et j'ai entendu Jess, donc j'étais là depuis le début. Et donc, j'aimerais juste apporter un petit peu de ma part. Ce que je retiens en gros, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une dimension de 3 dimensions et on va dire une dimension terrestre sur laquelle
c'est un peu le matériel qui compte. Et on le sait tous qu'il y a, pour ceux qui sont un peu spirituels ou ésotériques, on sait tous qu'il y a une petite guerre dans d'autres mondes entre plusieurs puissances, et c'est ce côté un peu manichéen que aujourd'hui certaines gouvernances mondiales souhaitent matérialiser. C'est pour ça que il y a un historique de segmentation d'opinion qui se traduit par pro quelque chose, anti quelque chose. On nous force à avoir une étiquette de pensée, ou même pas de pensée, d'opinion. Parce que dans ma tête, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau opinion, et ensuite il y a le niveau pensée qui est un peu plus moins émotionnel que celle de l'opinion. Et aujourd'hui, pendant ce siècle dernier et encore aujourd'hui, on essaie toujours d'être pro-anti, ce qui se traduit en France, par exemple, par l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre. Donc les gens, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de rentrer dans une case. Et si on va encore un peu plus loin dans cette logique, après c'est mon interprétation, ils ont réussi avec la série de mettre en place un régime soi-disant islamiste, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il est extrémiste de je sais pas quoi. Et cette tendance-là, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui matérialiser. Donc ils ont réussi avec la série. Israël, il y a le mouvement extrémiste qui est chez eux. Et aujourd'hui, c'est qu'avec la mort du pape, à mon avis, cette mort n'est pas innocente. Parce que il y a aujourd'hui une guerre aussi au niveau du christianisme. Qui sait qui est le meilleur chrétien, on va dire, en Europe? Est-ce que c'est la chrétienté orthodoxe russe ou c'est celle, la nouvelle chrétienté d'Orient que souhaite mettre en place le nouveau régime ukrainien, qui, par ailleurs, a détruit localement des églises orthodoxes qui suivent le clergé russe. Donc, je pense peut-être que la prochaine étape, ça va être Rome. C'est-à-dire que Rome, peut-être, va se rapprocher d'un certain christianisme orthodoxe à la ukrainienne contre l'orthodoxie russe. On t'entend moins bien, Sophia. On t'entend moins bien, ouais. Oui, ok. Donc, je disais que je pense que la prochaine étape, ça va être que le nouveau pape qui va arriver en Italie, à Rome, c'est d'ailleurs une très belle ville, j'ai adoré la cathédrale, j'ai adoré. Et elle va plus se rapprocher de la chrétienté d'Orient, mais qui se dit ukrainienne, et qui est à l'encontre de celle de l'orthodoxie russe, qui, en tout cas, ils sont rivales, donc, et à ce moment-là, vu que l'Union européenne, elle suit, elle est derrière l'Ukraine mais je dirais pas derrière l'Ukraine, derrière la guerre que mène l'Ukraine. Elle est même pas, enfin, c'était pour l'Ukraine, on aurait vu une paix, mais là, il n'y a pas de paix, donc et donc ceci va, je pense, engendrer un nouveau régime. Et du coup, comme là, on le disait tout à l'heure, ce qu'on dit, c'est important. Tout à l'heure, on disait que oui, les valeurs chrétiennes, oui, il faut toujours revenir aux valeurs, en tout cas, les valeurs humaines. Les valeurs chrétiennes, ce sont des valeurs humaines, comme toutes les valeurs, même les valeurs juives aussi, les valeurs musulmanes. Je parle des valeurs sans la politique. Enfin, toutes les valeurs spirituelles sont importantes à noter. Et moi, je dirais même au niveau de la transcendance. D'où mon premier message du fait de 3 dimensions. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils veulent lutter contre cette transcendance, c'est-à-dire cette spiritualité transcendante. Ils veulent la matérialiser avec des pôles qui génèrent une division, toujours pour nous porter vers le bas, toujours pour nous porter vers le monde matériel binaire. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est justement continuer à développer cette transcendance hors matériel et ne pas jouer le jeu de rentrer justement dans une case ou de savoir positionner pour pro ou anti, parce que dès qu'on dit pro-anti,
on joue leur jeu et ils sont contents. Quand je dis eux, je nomme personne parce que peut-être eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est assez global. Voilà, je ne sais pas si mon message Non, était correct. Le micro était correct, juste si tu pouvais repréciser un petit peu ce que tu disais au départ sur le régime ukrainien qui aurait abandonné l'Église orthodoxe, parce que je sais je sais pas si vous avez vu. Il y a eu quelque chose, mais est-ce qu'il a rejoint l'Église latine? Enfin, si tu pouvais repréciser ça. Alors, donc c'était il y a quelques mois, j'avais vu dans l'actualité sur Internet, sur YouTube, comment dirais le pouvoir local ukrainien fermer des églises ou les changer de régime pour ceux qui suivaient les orthodoxes, parce que là-bas, en fait, en Ukraine, ils sont des chrétiens, soi-disant d'Orient, c'est-à-dire des chrétiens orthodoxes, et ils avaient peur de l'influence russe au niveau local, et donc contre cette pardon, je recharge mon PC, contre cette pour eux une menace idéologique russe. En fait, leur église, l'église ukrainienne, j'avais un peu suivi l'église ukrainienne, mais ça date un peu. L'église ukrainienne, c'est détaché de quelques mois, moins d'un an. De Moscou, voilà. De l'église classique, mais je crois qu'elle est restée orthodoxe, mais c'est une nouvelle branche qui est liée sur le pouvoir ukrainien, voilà. Ils restent orthodoxes pour eux, c'est leur terminologie, parce qu'ils ont besoin de garder ça, parce que les chrétiens orthodoxes, ils resteront orthodoxes, mais on va dire la casquette qui porte la casquette, la couronne, on va dire. Voilà. Ils sont plus rattachés au patriarche de Moscou. Voilà, ça. Tout à fait. Et cette division-là, elle va se traduire progressivement, elle se rapproche vers Rome, parce que quand on voit là d'un regard politicard, ils ont tout intérêt à ce que Rome et les chrétiens d'Orient d'Ukraine se rapprochent d'une manière ou d'une autre pour justement raviver cette identité chrétienne au niveau européen, parce qu'ils savent que c'est sur ça que les Européens peuvent s'unir. Pour popper ensemble, ça pop un peu quand même. Le micro, excuse-moi. Oui, pardon. Non, mais ils veulent les réunir, comme ça ils popent tous devant le micro. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait partie des petits mouvements qui font les grands mouvements, qui indiquent dans quel sens va le mouvement. C'est pour ça que comment ça va évoluer, je ne sais pas, parce qu'il y a au fait, comme on dit aujourd'hui pour faire le service militaire, mais aujourd'hui le service militaire c'est plus comme avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une arme, tu peux l'utiliser à plusieurs phases. C'est-à-dire que peut-être qu'en rejoignant le service militaire et l'armée, tu crois servir quelque chose de bien, mais finalement, c'est quelque chose que tu sais pas, en fait. Ils vont t'utiliser pour autre chose. Donc, la discipline, elle est importante dans tous les cas. Être centré sur soi-même, c'est important. Et le message que je veux porter, c'est plutôt continuer à développer la transcendance et ne pas justement se faire piéger par des amalgames, par des stéréotypes ou par des pros ou des anti. Voilà. C'est juste... écoute, beau message aussi. Alors Maya nous écrit, y en a qui disent que le prochain pape sera laïque et tu les as pris pour des fous. Ouais, ils sont complètement cons en fait. Ça sera pas un pape puisque le pape est censé représenter l'Église chrétienne. Peut-être qu'il n'était pas assez woke, celui-ci. Ouais. Non, mais c'est comme demander au pape d'adouber la capote, c'est pas son rôle. Il n'est pas là pour adouber la capote. Dieu, il veut pas de la capote. Alors, mets des capotes, arrête d'emmerder le pape. C'était à l'époque Jean-Paul II, mais c'était complètement con ces trucs. Mais non, mais un pape peut pas être laïque, parce que laïque c'est antinomique avec pape. Le pape représente une religion et la laïcité c'est l'absence de religion officiellement. Donc voilà, donc dès le départ il y a un paradoxe qui est difficile à concilier. Et moi je pense comme toi Maya, c'est que ils sont complètement fous. Alors je sais pas, un pape laïque, non mais c'est comme les mecs qui voulaient réformer l'islam. Tu sais, ils pensent que les religions c'est des modes. Tu sais, genre Islam 2025, catalogue 2024-2025. Et ça te montre à quel point quelque part ces gens sont, parce que ce qu'ils disent. Il y a une partie politique, il y a une partie pour embrouiller les gens et les amener à, mais il y a une partie de sincérité. Ces gens te montrent à quel point ils sont éloignés de la spiritualité. En fait, ils ont un esprit bas, mais ils ont pas d'âme, en fait. Ils sont pas reliés. Ils ont pas d'esprit haut. Pourquoi? Parce que ils pensent que une religion, c'est comme un produit. Donc, il est périssable. Donc, les dogmes sont périssables. Il faut les changer, comme une roue de secours de voiture, avec une obsolescence programmée.
etc., etc. Voilà, ils n'ont pas compris que c'était transcendant, ça venait d'au-dessus d'eux, donc ils n'avaient aucun droit dessus. Donc c'est complètement stupide. Et l'idée d'un pape laïque, c'est aussi con. Ces gens sont matérialistes parce que c'est des fils de Satan, c'est tout. Ils arrivent pas, ils sont comme nous. Ils ont la même tête, ils ont un esprit pour faire les trucs du quotidien, ils ont un esprit même pour faire des équations, des trucs comme ça, et il leur manque une connexion. Tu peux leur montrer l'Apocalypse, ça parlera pas dans leur tête. C'est comme si je montrais à un aveugle un Dallos, tu vois, ça le rendra pas juriste. Enfin voilà quoi. Mais Non, ils ont une autre idéologie, c'est autre chose. Ouais. Ils Ils défendent une idéologie, ils ont une leur religion. idéologie, elle est purement matérialiste. C'est-à-dire que si on part sur l'idée. Oui, mais ils en ont Ouais, une. non, mais Ils en ont une. on est d'accord. Mais ça montre tu vois, bien que quelque part, ça montre bien qu'ils sont uniquement matérialistes et qu'ils ont du mal avec l'idée de spiritualité parce qu'ils la voient avec leur esprit matérialiste. Leur idéologie, c'est vous êtes dans le monde de Satan, jouissez un maximum et voilà. Donc cette idéologie-là, elle est matérialiste, mortifère. Elle te mène vers la densité et vers la non-existence. Et ils jugent avec ça une spiritualité qu'ils comprennent pas. mais tu sais ce qui est ça? ils jouissent dans le purgatoire parce que c'est le creuset. On est dans le monde du milieu, c'est le creuset et ils jouissent dans le purgatoire. Et en tout cas, c'est ma vision du monde. Et ces gens-là ont une idéologie, je vais pas dire satanique ou machin, mais ils sont dans le purgatoire et de profiter du matérialisme à fond parce que dans l'absolu, ils ne pourront pas atteindre les autres mondes puisqu'ils sont à fond là-dedans. Et franchement, d'un point de vue vraiment abstrait, on peut les comprendre. Eux, pour leur idéologie, c'est le matériel qui compte. Mais parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans le purgatoire, et leur purgatoire, ils disent autant en profiter au maximum que je peux. Sauf que ces gens-là, comme tu dis, c'est pas qu'ils n'ont pas d'âme, c'est qu'ils ont renoncé. Ils ont renoncé et ils vivent que pour le matérialisme, le mercantilisme, et tant pis pour eux et tant mieux pour eux. S'ils profitent, tant mieux. Mais dans l'absolu, Alors, Dans l'absolu, quelque chose. Ils ont choisi le paradis terrestre. Alors, juste pour ajouter quelque chose, en fait, là où ils ont, pour eux, il faut égarer un maximum de monde. Alors, il faudrait qu'ils puissent, parce que leur jouissance, elle est où? Pour moi, leur jouissance, elle est dans le fait que ils vont toucher un maximum une masse pour que l'emmener vers, entre guillemets, un abîme, leur abîme, tu vois. Elle est là, leur jouissance, pour moi, hein. Après, je peux me tromper, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Et juste pour ajouter quelque chose par rapport au pape, le pape, je le trouvais beaucoup plus humain sur les derniers temps. Il avait eu des propos sur les mariages homosexuels. J'avoue que je me posais des questions, mais sur les derniers temps, je le trouvais beaucoup plus humain. Et bizarrement, j'ai trouvé que sa santé se détériorait beaucoup plus vite. Il était trop catholique. Non, mais c'est vrai, il était trop catholique. Son fond humain catholique a repris le dessus. Depuis un an, il commençait à balancer des vérités. Et à ce niveau-là, voilà, d'un coup, il s'est mis à être malade. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je pense. Parce qu'il a eu une période pendant 2 ans où je me posais des questions. Je me disais, mais merde, c'est un pape woke ou quoi? Et là, sur les derniers mois, je me disais, mais il a des déclarations. Je me dis, même quand il allait à Marseille, en plus, je crois. Ou en Corse, il avait des déclarations. Je me disais, mais merde, je retrouve enfin un pape depuis longtemps qui a un discours d'unité, carrément d'unité. Et hors tout discours LGBTisme. Et là, j'ai vu sa santé se détériorer. Et alors, quand j'ai vu le jour de Pâques mourir, je me suis dit, allez, ça y est, là, c'est signé. Ils aiment bien faire ça, hein. Ils ont essayé de l'empoisonner, ça n'a pas marché. Ils lui ont fait le coup de l'AVC juste derrière. Voilà. Non, mais moi, moi, je le pense, hein. Perso, je le pense. Mais bon, je rappelle, les amis, là, on est passé en mode, on donne nos points de vue. Depuis tout à l'heure, on parle spiritualité. Voilà. Chacun son point de vue. Là, on n'est pas sur de la géopolitique ou sur quelque chose de précis, de mathématique. Donc là, on donne juste nos points de vue et vous êtes libre de pas être d'accord avec nous et d'avoir le vôtre aussi. Voilà. Là, on est dans la conversation. On accueille aussi Moulet. Comment allez-vous, Monsieur Slam? Salut Moulet. Salut Moulet. Alors, ton micro. Problème de micro comme avec Sophia? Leur micro. Ouais.
Peut-être qu'il est éteint de ton côté, Moulet. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis apte à t'écouter. Ou alors tu interviens quand, voilà, ou sort, rentre et sort. Des fois, ça provoque. Moulet, active ton micro. Je sais pas C'est si. pas un truc en chat privé. Sinon, ce qu'on va faire, bah, écoutez, on continue à discuter, puis quand il aura un micro, quand ça marchera, bah, il nous interrompra. Allez-y, voilà. Mais moi, je pense que c'est un peu bon signe et mauvais signe en même temps. C'est-à-dire que c'est bon signe parce que c'est généralement quand le loup il est faible, c'est là où il attaque le plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vu pas mal de. Moi, je le vois sur la nouvelle génération, même les anciens, sur une nouvelle tendance de YouTube. Ça parle beaucoup de spiritualité, de transcendance. Aujourd'hui, il y a les gens qui ne font plus confiance à la politique et c'est un peu mondial. Et ils savent que les gens vont vers la spiritualité d'une manière ou d'une autre, avec le yoga, avec certaines pratiques de méditation, etc. Ils savent, ils ont cette donne, c'est dans leurs statistiques. Donc aujourd'hui, ils veulent quand même les faire revenir dans un monde matériel en utilisant des dogmes existants à peut-être un mauvais escient. Et c'est cette fracture-là qui peut arriver inconsciemment de part et d'autre. C'est pour ça que l'important, c'est d'élever notre conscience individuelle et même collective, mais dans un sens sans être moralisateur, mais juste en élevant sa conscience, comme avec ces échanges que l'on fait ou que vous voyez dans d'autres vidéos, celle qui vous invite à vous surélever, à vous dépasser pour justement ne pas rentrer dans ces cases-là. C'est ainsi qu'on peut se sauver. Et moi, je vous dis dès maintenant, essayez de télécharger des vidéos qui vous paraissent sympathiques à côté de vous dans un disque dur ou des choses comme ça, parce que c'est un moment de l'histoire qui peut-être un jour va disparaître pour des raisons numériques ou autres. Ouais. Donc, si vous avez l'occasion de voir des choses sympathiques et que vous voulez partager plus tard à vos enfants, aux petits-enfants, et avec des lecteurs qui vous paraissent possibles, ben, n'hésitez pas à le faire. Mais sinon... C'est une bonne initiative, surtout que s'il y a des troubles suffisamment importants, se rappeler qu'il peut y avoir coupure du réseau numérique. Et à ce moment-là, j'espère que vous avez beaucoup de bouquins pour vous, parce que sinon, ça va être le choc. Hein. Si on nous coupe Internet demain, pour tous, moi le premier, on va se sentir un peu décontenancé, et certains, ça va être le choc pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas tous passés d'Internet et de leur téléphone ou de leur ordinateur. Hein. Mais c'est le plan, hein. Ça, c'est sûr. Mais juste que ce que dit Sophia, je trouve ça important. Parce que tu as beau mettre des dossiers sur les disques durs, c'est pas ça l'important. C'est que je pense que tout à chacun qui fait des recherches, qui mémorise, et ben je pense que ce travail qu'on fait par passion, par hobby, et parce qu'on a envie de savoir, c'est un devoir parce qu'on va devoir le transmettre dans une période qui sera très difficile. Ouais. Et je vous invite à être rigoureux dans tout ce que vous apprenez. Et parce que au bout d'un moment, la bibliothèque, ça sera vous, ça sera pas vos disques durs, vos ordinateurs, vos vidéos, ce sera vous ce que vous en avez compris. Donc essayez de comprendre les choses avec le maximum d'angles que vous pouvez sur ce sujet, et parce qu'il faudra que vous le transmettiez pour que l'humanité renaisse. Parce que moi, dans le fond de mon cœur, je pense que tout ça va s'effondrer, mais pour le mieux. Il le faut, mais il va falloir qu'on reparte aussi avec les connaissances du passé et les bonnes. Voilà. C'est pas des disques durs qui vont vous sauver, c'est la connaissance, la mémoire. Travailler, parce que ça sera... je sais pas comment le dire. Je pense que non, mais t'es clair. C'est-à-dire que c'est simple.
Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. On propose des concepts. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Il y en a, ça va pas aller plus loin que il regarde la vidéo et puis c'est tout. Et il y en a d'autres, ces concepts, il va les travailler, il va les. C'est-à-dire que vous aurez beau lire par exemple des bouquins de survivalisme, si vous pratiquez pas un peu de survivalisme, vous saurez pas retranscrire ces connaissances. Et la mémoire, bien évidemment, parce qu'on a très très peu de mémoire par rapport à avant, grâce encore une fois à ce confort qu'on a donné à nos téléphones portables, à nos répertoires électroniques. Donc ce que tu dis est très clair et très juste. Et je voudrais rajouter juste aussi une petite chose, parce qu'il y a un truc qui va être très important, qui rejoint ce que tu dis aussi, Antoine. Apprenez aussi, enfin, je dis apprenez comme si moi en tête de liste. Apprenons aussi à regarder non pas le monde avec nos yeux, mais avec notre cœur et notre esprit, car nos yeux vont être soumis à des choses qu'ils n'ont jamais vues et qui risquent de nous faire chuter. Je dis ça parce que je sais plus qui dans le chat a parlé du projet Bluebeam. Alors, moi, je suis un peu mitigé sur cette histoire du projet Bluebeam, mais je pense que cette élite satanique, pour le résumer de façon un petit peu rapide, sera capable de nous faire voir des choses que notre esprit justement et notre cœur ne penseront pas que ce soit possible. Et c'est là où il faudra apprendre à voir le monde avec autre chose que juste nos yeux. Si on nous met dans une société où il y a des écrans et si le sens le plus sollicité par la société est le sens de la vue, c'est pas pour rien et ils vont très certainement quand même s'appuyer aussi beaucoup dessus. Je sais pas si j'ai été clair. Alors, non, super clair. On a 2 moulets. Qui est le moulet de trop? Dites-moi tout. Moulet. Ah, Moulet 9-3. Salam alaikum. Moi, j'ai rien compris, j'ai rien touché, hein, j'ai rien fait, Rayad. Hein. Alors, écoute, on va en profiter déjà, je te salue, et pour te donner la parole. Moi aussi, je vous salue tous. Ouais, je vous salue tous. J'étais monté pour vous faire un petit slam, pour éveiller les cœurs, et puis, pour vous saluer, pour saluer ta chaîne, Rayad, et puis, pour te remercier pour le magnifique travail que tu fais et que tu accomplis. Que nous faisons. En tout cas, on est toi le premier. Tous ceux qui montent font le job. Voilà. Donc moi j'ai fait un petit slam sur quelques maximes sur le cœur et la foi. Voilà, je tenais à vous rassurer pour vous dire que un cœur qui sait voir, on n'a pas qu'un cerveau pour réfléchir. On a aussi un cerveau dans nos cœurs. Et je dirais que il faudrait lui laisser une petite place au Seigneur dans notre cœur pour qu'il puisse y s'abriter. Voilà. Donc moi j'ai nommé ce slam le cœur et la foi. Bismillah. Aucune montagne, mes frères et mes sœurs, ne peut résister à la foi, à cette piété que tant d'hommes, que tant d'âmes ont recherché. Le cœur, lui, est le lieu où cette foi peut habiter. Un lieu, une caverne, où l'homme et la femme se sont bien abrités. Le cœur, lui, est un mendiant qui demande à la fois amour et équité. La foi, elle, est une richesse qui implore le Seigneur face à l'adversité. Le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu, c'est votre cœur. Gardez donc votre cœur plus que toute autre chose. Gardez donc votre cœur, oui, plus que toute autre chose, car viendra un jour où on éteindra toutes ces lumières. Qui vous allumera cette lumière? Plus que votre peur, car de votre cœur viennent les sources de la vie, et pourquoi pas la bonne humeur. En tout cas, je vous le souhaite. Le cœur est donc bien l'authentique lieu de rencontre avec son Créateur. Aussi, la foi ne peut venir que dans un cœur plein de lumière. La foi est une reine qui peut dépasser les limites d'une prière. Elle, la seule, la foi qui peut briser les limites dans votre cœur sincère. Dans le cœur sincère aussi l'Esprit Saint, un roi. Oui, un roi à la main tient une lampe dont l'huile amère dans la nuit vous éclaire. Pour changer l'histoire, il faut changer
votre histoire. La foi dans votre cœur vous redonnera donc espoir. Peu importe le poids, ne vous inquiétez pas. La foi allège le cœur quand Dieu sait vous voir. La faveur du Seigneur vous fait asseoir avec les grands, à force de croire. Renforcez donc cette foi et apaisez donc vos cœurs, matins et soirs. Oh, non, Il y a un blanc. aucune montagne ne peut résister. Il y a eu un, Pas il y que a eu le un cœur blanc, est le mais lieu où la foi peut habiter. on t'entend plus. Ah, c'est dommage. T'as Ouais, été grave. censuré par les sionistes. Non, mais il va revenir et il va reprendre là et tout. Et, en plus, j'avais des questions à lui poser sur son art. Moulin, on t'entend plus. Tu sais, je crois qu'il manque juste, tu sais quoi, une petite musique en fond, tu sais, un petit truc doux pour accompagner ces paroles. Et franchement, c'est le paradis de l'écouter. Non, ça évoque de belles choses. Avec nous, Moulet. Ouais, c'est de beaux messages. Il y en a un qui marque la suite sur Patreon. C'est pas bien, mon ami. Là, non, mais la suite, c'est pas volé. Là, il se fout de ma gueule. Il est parti. Ah, Il est parti. bon. Ah, ça a coupé. Et encore un hommage au chat, un gros bisou au chat aussi. Qui sont Non, toujours j'avais avec des questions à lui poser, à savoir quand est-ce qu'il comptait faire un petit recueil et passer à l'étape du dessus, vu qu'il crée des slams comme ça, il les écrit. Il peut peut-être passer En à l'étape podcast, ça du-. serait sympa sur Spotify. Ouais, mais après, Ouais. faudrait améliorer certains trucs après, et donc discuter avec lui de ça, parce que c'est intéressant. J'aime bien des gens comme Moulet, parce que c'est des gens, voilà, ils ont deux cartes en main, ils essaient de construire avec. C'est ça la vie. C'est les constructeurs et les destructeurs. On ne demande pas de faire des trucs exceptionnels. Tout le monde peut. En plus, c'est démocratique. Qui que tu sois. Il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. C'est tout. Et vous verrez ça souvent dans vos. Et puis ceux qui regardent aussi. Et vous verrez ça souvent dans cette structure, vous la verrez souvent. Donc, choisissez votre camp. Il y a les locomotives et les wagons. Les locomotives, elles choisissent où elles vont. Des fois, elles se cassent la gueule. Voilà. Les wagons, eux, ils sont obligés de s'accrocher. Voilà. Choisissez votre vie. Locomotive ou wagon. Lui, c'est une locomotive. Il a pris un stylo. Il a voulu, voilà. Il a eu l'idée. Il a eu le besoin. C'est ça aussi qui est intéressant. Le besoin d'écrire. Là, c'est pas le besoin de consommer, là. C'est ça qui est génial. Et on est beaucoup comme ça. Lui, au-delà de la consommation, de bouffer, d'être une énorme bouche, il s'est dit, moi, j'ai envie d'agir aussi, j'ai envie d'être acteur, j'ai envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, il fait des slams, par exemple. Il y en a d'autres qui peignent, d'autres qui font du jardinage, d'autres qui font, ils aident des gens, d'autres, voilà. Les constructeurs et les destructeurs. Oui, mais la destruction, c'est un plaisir aussi. Il y a certaines personnes qui ont du plaisir quand ils détruisent. Oui, non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que les destructeurs, ils détruisent. Après qu'ils aient un plaisir comme les criminels, ouais, mais détruire, voilà, moi je préfère être constructeur. Le destructeur, c'est le mec qui consomme, qui détruit, qui finalement ne sert à rien. Et Moulet, lui, il fait des slams. J'ai une phrase qui parle de ça. Je l'avais écrite en 2008. Faire une concession sur ses valeurs est un meurtre, mais faire une concession sur les normes est une renaissance. Donc, ça dépend ce que l'on détruit, ça dépend ce que l'on construit. Et le plus important, c'est que les valeurs qui sont universelles, les valeurs, on va dire, qui sont peut-être humaines ou même pas que humaines, même les animaux, ils ont des valeurs, mais les valeurs universelles peuvent... des fois, ils ont besoin de détruire quelques normes pour renaître, mais ça dépend ce qu'on en détruit. Voilà. Moulay, tu peux pas terminer? Mais c'est pas lui, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même, il y en a deux. Ah ouais. Il y en a deux, Moulet. Non, il y en a deux, il y en a deux. Ouais, le deuxième Donc, Moulet. on écoute, hein, si tu veux reprendre le slam à la suite. Non, il faut être courageux pour monter slammer comme ça sur une chaîne. On est 415 quand même. Le mec, il monte. Non, j'ai pas le talent de Moulet, j'ai pas son talent. Ah, il est monté sur le ring. Moi, j'aime bien ça, les gens comme ça. Enfin, en tout cas, je le remercie si jamais il peut revenir. Les amis, on est à 4 heures d'émission. On a bien mangé, on a bien bu, on a le bout du ventre bien tendu. Je propose qu'on se quitte. Lundi, sur Patreon et pour les membres, vous aurez une revue de presse minimum 1 heure. Pour les autres, ça sera mardi et ça sera sous forme d'édito. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Là, je vais passer à l'UFC, je vais regarder quelques combats. Et Jungle, franchement, la dernière fois, c'était super sympa. Donc, je pense que l'UFC 315, je vais l'enregistrer. Puis, si tu as envie à ce moment-là de le commenter avec moi sur des lives, un de ces quatre, on le fera comme ça, quoi. Ah, je suis chaud patate. Le Slocos. Chaud patate.
Ouais. Oui, dis-moi. Los Locos, Ouais, je peux faire une imitation? ouais, vas-y. D'accord. Ah! Ah! T'as imité qui, là? Hulk? Netanyahou? T'as imité quelqu'un qui a pas ses clopes le matin, comme moi. C'est ça, hein? C'est le bout de la fin. Meilleur Habib, j'ai imité Meilleur Habib. Le meilleur d'entre nous. Les amis, la bise à toutes et à tous. Je vous dis à lundi ou mardi. Venez sur Patreon, on y est très bien. Ciao tout le monde, portez-vous bien en tout cas.